Elle est jeune, elle est pas chère, on la prend. C'est hyper important à poser tes limites. J'ai perdu beaucoup d'argent en avançant des productions. De l'extérieur, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas conscience de cette partie-là. C'est juste une paire de gants Margiela à 500 balles. Quand j'ai commencé, c'était mal vu de filmer sur les sets. Vraiment, parfois, ils nous prennent vraiment pour des magiciennes. Je préfère peut-être moins travailler, mais dans des meilleures conditions. Tout ce qu'on choisit va avoir un impact à l'image. Moi, je considère pas qu'il y ait de la concurrence dans ce métier. On sait aussi qu'il faut jamais s'attacher à un client, par exemple. Croyez en vous et écoutez pas les gens. Bonjour et bienvenue dans le podcast Fashion Drink. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse vous présenter et parler un peu de ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît. Vas-y. Merci pour cette invitation. Je suis ravie de cet échange que nous allons avoir. Moi, je m'appelle Déby Naval. Je suis styliste en freelance depuis maintenant 8 ans. J'ai toujours étudié dans la mode, j'ai toujours voulu faire de la mode depuis que j'ai, je pense, 9 ans. Je voulais être styliste, écrit sur tous mes cahiers. Déby Naval, styliste Paris. J'adore. C'est mignon. En 6e, tu retrouves mon carnet avec écrit Déby Naval, styliste. C'est comme ça que je signais un peu. Mais sans savoir vraiment ce que c'était le métier de styliste. C'était manifestation avant manifestation, manifestation à fond, parce que vraiment, je ne savais pas ce que c'était. C'est, pour raconter la petite histoire, c'est ma grand-mère me voyant tout le temps jouer à la Barbie, mais pas avec les vêtements, tu sais, genre, j'avais toujours besoin de bricoler quelque chose, de prendre des tissus, des bouts de ficelle, du scotch, et en fait, je faisais vraiment les vêtements comme ça. Et un jour, elle m'a dit, mais tu sais... il y a un métier qui existe qui s'appelle styliste, ça tirait très bien. Et comme j'adore ma grand-mère, je l'aime vraiment énormément. On a une histoire très particulière parce que j'ai été adoptée à l'âge de 8 ans et que du coup, elle m'a pris sous son aile et dès très jeune. Et quand elle m'a dit ça, quand elle a vu ça en moi, ça a créé quelque chose comme un peu une évidence et je me suis dit c'est sûr je ferai de ma vie ça et je serai styliste et donc voilà je me suis à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans j'ai toujours essayé de trouver de me renseigner, de lire des livres, de regarder les magazines, les sites et puis après les études et puis après les études, les stages et après les stages les assistés et après assister tu te lances et un jour, tu vois qu'on t'appelle la styliste et t'es là, genre, waouh! Tu vois, genre. Est-ce que c'est moi? Ah ouais, c'est vraiment, c'est. Et entre-temps, je n'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours voulu être styliste et aujourd'hui, je suis styliste. Et c'est vraiment. Ça fait sens, j'en suis fière et je trouve ça génial parce que c'est toute une histoire. Enfin, je trouve que l'histoire est sympa. Trop cool. Et toi, mignon, Léa? j'adore. Oui, c'est trop mignon. Je m'appelle Clélia Casal, je suis styliste photo depuis 10 ans et moi j'ai toujours été passionnée aussi par la mode et je suis autodidacte. Donc j'ai créé mon magazine en ligne quand j'avais 15 ans, à l'époque des blogs là. Waouh. Voilà, et en 4 ans, j'ai gagné un prix là au Golden Blog Awards à l'époque quand c'était la revue de Kenza, tout ça, je suis arrivée 9e. Sympa. Ah ouais, donc c'est... Donc du coup, ça m'a ouvert pas mal de portes. Moi, je suis du sud, de Perpignan. Ok. Et moi, pour la petite histoire, c'était pas comme toi, mais quand j'étais petite, je me mettais des petits bouts de bois sous les chaussures et je marchais en talons comme ça. Première fashion. Voilà, j'étais toujours en mode fashion. J'ai eu beaucoup de styles. Je suis passée au collège. Des j'ai périodes... tectonique, rasta. Tu vois, une photo de classe, c'était en mode... On sait pas elle partait, tu sais, je me cherchais un petit peu. Et à 19 ans, je suis montée à Paris. J'avais 2 jobs alimentaires en même temps. Pour pouvoir me payer mon voyage ici. Et après, j'ai jamais assisté. Enfin, j'ai assisté 2 jours dans ma vie. Et comme j'avais pas du tout les moyens de faire des écoles, etc., je travaillais sur mes temps libres. En fait, je me suis formée toute seule en faisant mon book, petit à petit, au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je suis devenue styliste, en fait. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Mais du coup, on a un parcours assez différent. Mais je pense qu'on est des passionnés toutes les deux. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et ce qui est drôle, c'est que toi, tout de suite, le styliste, vraiment le métier styliste, tu savais ce que c'était, alors que moi, je l'ai découvert très tard. J'avais le mot en tête, mais je savais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Et je savais même pas que c'était un métier avec lequel tu pouvais vivre, que tu pouvais vraiment développer. Après, j'ai découvert ça, je devais avoir 19-20 ans, parce que mais c'est en arrivant ici, tu vois. à 26 ans. Ah oui, ouais. Et je l'ai découvert à 26 ans, mais vraiment après l'école, parce que
Je pense que on nous enseigne énormément de choses au niveau de la création, tu sais, de vraiment travailler dans une maison de couture, mais pas spécialement le côté image. Et c'est vrai que j'étais un peu frustrée à l'école parce que j'arrivais pas spécialement, je me sentais pas forcément dans le mais truc. c'est vrai tu que vois. notre métier, il n'existe pas depuis toujours. Non. Non, très peu de temps. À il est l'époque, il n'y très avait niche, pas en trop fait. de monde en plus. Ouais. Enfin, moi, Ouais. quand j'ai commencé, il y a 10 ans, il y avait Georgia Pendlebury, Edem et tout, mais il n'y avait pas non plus énormément. Bah, il y avait les C'est gros que noms, les- tu les sais, il y avait gens Carrie travaillaient dans Rothfeld, les il y C'était avait les magazines. ça, c'était les gros Ouais. magazines, Il le n'y avait pas Vogue, trop tout les ça. VIP. Non. Il n'y avait Oui. pas du tout de VIP quasiment, même les clips, etc. C'était vraiment C'était très rare, niche. quand Je même. pense que enfin, c'était là depuis longtemps, mais c'est juste que c'était tellement niche, c'était tellement Ouais. genre un réseau pas forcément fermé. évident dans lequel rentrer et découvrir aussi, tu vois. Mais c'est quoi, par rapport au métier, pour vous, la bonne styliste, le vrai styliste Je pense que déjà, quand tu arrives à payer ton loyer et tes factures et que tu vis du stylisme, tu peux prétendre être styliste. Ouais, ça je suis d'accord, Parce que, ça je suis pense, d'accord. Moi, quand je C'est travaillais évident. à côté, je faisais du stylisme, mais en vrai, ça doit faire 7-8 ans que j'en vis vraiment Ouais, concrètement. ouais. Et je pense que c'est un peu toute la période où j'étais en même temps avec mon job alimentaire et en même temps, c'est un peu comme si j'assistais entre guillemets, donc le temps de se former. Je pense déjà quand tu arrives à en vivre, c'est que tu arrives à un stade où tu trouves assez de contrats pour pouvoir subvenir à tes besoins, déjà dans un premier temps. Et enfin, je pense que c'est la base. Après, je sais pas, toi. Moi, bah, pareil, un peu comme toi, donc j'ai découvert ce métier genre vers 26 ans via, tu vois, genre pareil par hasard. Ouais. Parce que vraiment, moi, je pensais travailler dans une maison de couture, genre chez Balmain ou chez Dior ou j'en sais rien, mais au studio, tu vois. Et j'ai rencontré par hasard un agent de photographe qui m'a dit ah, mais toi, je te verrais bien styliste. Tu vois, donc déjà, c'est quelqu'un qui a vu et qui m'a mis sur cette piste. Tu vois. Et après, il m'a dit je t'ai mis en contact avec ce styliste et tu vas l'assister la semaine prochaine. Et j'étais là, what? Mais je sais pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je ramène ma machine à coudre, mon patronage? Non. Non, t'y vas. Ramène ton Et Oui, surtout, et dépenses. C'est quoi ce trimarre Tu vois, genre. Et tu vois, et je me souviens très très bien de ce moment en fait où ma vie a complètement basculé, où j'étais un peu dans le flou, je savais pas trop. Et donc quand j'ai assisté ce mec pour la première fois et qu'il me dit tu peux appeler Prada pour savoir où est le look 25, j'étais là. Moi, je suis passée par ça aussi quand j'ai assisté. Ah, oui, appelle s'il te plaît. J'étais là, je ne comprends pas. Genre, appeler Prada look 25, qu'est-ce que c'est? Genre. Et bref, il a été hyper patient, très bienveillant. Et ça, c'est vraiment un vrai souvenir parce que ça a été le début de mon truc et c'est resté parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée, en fait. Là, genre, c'était mon exemple et c'était le seul exemple que j'ai eu. J'ai très, très peu assisté et je suis comme toi, j'ai fait aussi un job alimentaire. Parce que t'es obligé, en fait, quand tu commences, de faire un job alimentaire à côté parce que sinon, tu peux pas les facturations mettre des mois à venir. Tu sais pas comment tu vas travailler le lendemain. Et voilà. Et pareil, quand j'ai vu que ça se passait bien en tant que styliste, j'ai quitté mon job, mon job alimentaire et je me suis vraiment lancée. Et j'ai un peu assisté, mais pas non plus des masses, tu vois, parce que j'avais 26 ans et que ça pressait et que t'avais pas le temps de faire genre 5 ans de stage au Vogue ou 5 ans au stage je sais pas qui ou avec je sais pas quel styliste. Donc il y avait un peu un état d'urgence où en vrai, je me suis donné 1 an pour comprendre le métier en assistant des stylistes par-ci par-là, mais tout en travaillant aussi. Donc Puis t'as aussi j'étais pas ça tout le temps dispo. Il y en a beaucoup, moi je sais quand j'ai commencé, c'est pour ça que j'ai pas trop assisté, qui me disaient tu peux venir assister mais t'es pas rémunéré. C'est ça. Et je dis bah c'est bien mais je peux m'envoyer comment? Parce que si je travaille pendant 2 semaines pour toi et que je suis là, ça. ok je prends de l'expérience, mais on vit pas tous chez nos parents, donc et on peut pas tous se permettre ça, et moi c'était même pas une option qui était envisageable. Voilà, donc c'est pour ça, d'où, non, j'ai eu une chance inouïe aussi d'avoir un job ce job que j'ai fait pendant 2 ans, qui m'a permis, si tu veux, je travaillais le week-end et la semaine j'étais disponible. Et ça c'était super parce que j'ai pu faire les deux pendant 2 ans en parallèle. Donc voilà, et après je me suis un jour je me suis dit il faut que tu cut et que tu te lances, même si tu vois genre tu prends le risque. Prendre le risque. Et je pense que le métier de styliste c'est que prendre des risques. C'est que prendre des risques. Et chaque jour, Et ce qui est assez extraordinaire, je trouve, c'est que chaque année est une nouvelle année, est différente et tu sens que t'évolues. Tu montes un step. Ça c'est vrai.
Et il y a un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu sens que ça bascule et c'est là où tu sens que tu es styliste dans le sens où tu as acquis une certaine expérience. Et je pense que surtout quand j'ai vu la différence, quand enfin j'arrivais et qu'on me présentait comme la styliste en disant la styliste est là ou c'est la styliste. Mais tu sentais que c'était pas genre hésitant dans la voix des gens. Tu sentais, et je trouve que dans ce milieu-là, tu sens vraiment la différence quand tu évolues. Qu'au départ, on te prend plus ou moins au sérieux parce qu'on te dit, bon, elle est jeune, elle est pas chère, on la prend pour dépanner, blablabla. Alors qu'aujourd'hui, tu sens qu'on te prend pas parce que t'es jeune et que t'es pas chère, mais on te prend parce que t'as de l'expérience, parce que t'as une vision et parce que ils viennent te chercher toi pour ton talent et ton travail. Et c'est là où je trouve que tu switches et tu passes vraiment à devenir styliste. Et comme tu dis, effectivement, t'as la rémunération qui va avec et t'as la considération qui va avec parce que c'est un métier où je trouve que voilà, tu mets du temps à être considéré, à être prise au sérieux parce que c'est un métier que évidemment, comme tu disais, tout le monde peut faire. Tout le monde pense qu'elle peut le faire. Voilà, tout le monde pense qu'il peut être styliste. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être styliste? C'est pas que tout le monde puisse. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y a aussi, je pense que c'est à partir du moment où toi-même, je pense d'une certaine manière, tu décides que tu es styliste parce que si tu imposes entre guillemets le fait que je suis styliste, je suis pas juste la personne qui va chercher les vêtements. Les gens ils vont aussi te prendre au sérieux un peu plus. Je pense que c'est aussi quand toi tu prends conscience de qui tu es. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'au début, toi-même, t'arrives, Bah voilà, ça. Oui, mais ça vient avec l'expérience parce que je pense qu'au début, on est tous peur un peu que la cliente, elle te demande quelque chose que toi, soit tu connais pas, soit tu peux pas faire, soit tu peux pas organiser logistiquement ou je sais pas quoi. Et là, avec l'expérience, c'est que moi, je peux assurer ça. Et là, je sais, et là, je peux dire, oui, moi, je suis styliste, dans le sens où je dois habiller un pub de pharmacie, ok, il n'y a pas de souci. Je dois habiller en VIP, il n'y a pas de souci. Je dois faire un édito, il n'y a pas de souci, parce que je sais comment je fais chaque truc. Tu apprends aussi, et c'est hyper important, à poser tes limites. Parce qu'au début, tu acceptes beaucoup de choses. Ah oui. Tu es censé dire non ou pas. Par exemple, on va te faire changer 5 fois le brief. Alors que maintenant, tu veux changer. Allez, raconte-nous le pire expérience. Ça te cadre. Alors qu'au début, ma pire expérience. Oui, j'ai un projet que vraiment, soit elle n'était pas aboutie, soit elle était aboutie, mais à la fin, quand tu as vu le résultat, tu t'es dit, putain, pourquoi j'ai fait ça, en fait. Ça, j'ai pas trop eu de soucis. Moi, les pires expériences que j'ai eues, c'est plus humainement, des fois. En fait, moi, c'est plus ça. Des fois, les deux pires. Enfin, c'est pas arrivé souvent en 10 ans, honnêtement, mais les 2 pires expériences de ma vie, c'est plus le manque de respect que tu peux avoir sur certains sets, la façon dont les personnes ont... En fait, on sauve pas des vies. Ça, c'est vrai. Je comprends que c'est important, je comprends qu'il y ait de l'argent en jeu, mais des fois, il y a des comportements où c'est pas parce qu'on bosse pour tel ou tel client que c'est acceptable. Et je pense que c'est aussi à nous, en tant que chef styliste, parce qu'il y a beaucoup de postes où ils peuvent pas se le permettre, honnêtement. Tous ceux qui sont avec les caméras, etc., qui ont peut-être, entre guillemets, moins d'influence que nous sur certaines choses sur le plateau, où moi j'ai vu des comportements parfois, que ce soit des photographes, des directeurs de prod, des gens qui claquent des doigts, qui vont hurler sur les... Ouais, bien sûr. C'est pas possible de travailler comme ça, et je pense que c'est à nous, moi je sais que je prends position, et ça m'est arrivé de quitter un set, parce qu'à un moment, je vais laisser les looks et tout, il n'y a pas qu'on a acheté, mais si tu débordes le comportement que tu es censé avoir, je pense que c'est à nous en tant que... moi personnellement en tout cas, de dire j'accepte pas qu'il se passe ça sur mon set. Ah, c'est ouf. Et je pense que c'est important de le faire parce que moi c'est quelque chose, j'adore notre métier, mais je trouve que des fois il y a des comportements qui sont inacceptables et personne ne dit rien. Et parce que c'est justifié par voilà, parce on risque de perdre le job. Après je suis quelqu'un de très aligné avec mes valeurs et je préfère perdre le job que de travailler avec des gens qui se permettent de pas me respecter, qui se permettent de pas respecter les équipes, que ce soit les miennes ou les autres, parce que j'ai envie d'avancer aussi dans un milieu où c'est à nous de changer les choses. Et si à un moment, là, c'est ma limite. Moi, si vous travaillez avec moi, ça, j'accepte pas. Et même si c'est énormément d'argent, gardez-le. Je préfère travailler avec des clients qui me payent peut-être moins bien, mais avec qui je vais arriver et on est dans le respect et ça reste une passion de base, bien sûr, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais il y a des limites, je pense, qui sont pas acceptables et c'est aussi à nous de faire évoluer ça. Et moi, c'est le seul vrai point, je trouve, que parfois on a négatif dans le métier, c'est ça. Ouais, eh bien, moi, je te suis à 100% sur ça. Je pense que c'est vraiment le côté, le respect, la considération. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est vraiment, tu vois, quand on accepte un projet,
qu'il soit bien rémunéré ou pas bien rémunéré, à partir du moment où tu l'acceptes, t'y vas à fond. Moi, je fais jamais les jobs à moitié, tu vois. Vraiment, genre, que ce soit soit tu le fais, soit tu le fais pas. Soit tu le fais, soit tu le fais pas, tu vois. Et à chaque fois, c'est une expérience. Et c'est un métier où t'as que ça, c'est que de l'expérience. Donc, plus t'as d'expérience, mieux c'est. Plus tu rencontres de gens, mieux c'est pour toi. Donc, c'est vrai que il m'est arrivé sur des grosses pubs, des gros projets, justement, de sentir que t'étais pas la personne désirée et qu'ils t'ont pris, tu ne sais pas pourquoi. Et de fait, ils te le font soit plus ou moins payer dans le sens où, voilà, ils te parlent mal, ils t'ignorent, ils te chargent, tu vois, psychologiquement. Et moi, contrairement à toi, j'ai plus de mal, si tu veux, à dire les choses ou à même, si tu veux, dans l'urgence, j'ai l'impression que genre, c'est pas que c'est normal, mais je me dis, OK, en fait, il faut aller vite, il faut que le truc passe, en fait. Il faut que le projet avance. Oui, genre, on va pas... Ouais, tu vois, genre, je me dis, il faut que le projet avance, il faut qu'on mène à bout ce truc. Et OK, en fait, pour l'instant, ça se passe comme ça. Mais voilà, après, ce qui est génial dans nos métiers, c'est que t'as une mauvaise expérience avec une prod, un projet, tu sais que tu ne retravailleras pas avec. Ouais, donc, il y a aussi ce truc il y a aussi ce truc qui est assez agréable de se dire, OK, en fait, je prends sur moi pendant 2-3 jours. Mais une fois que le projet est terminé, il est terminé. Et si demain, il me rappelle, soit là, du coup, je mets les bases. Tu fais payer 2 fois plus. D'accord, ouais. Non, mais là, tu mets les bases. Tu dis, OK, en fait, la dernière expérience qu'on a eue ensemble, j'ai pas du tout apprécié. Parce qu'il s'est passé ça, j'ai pas kiffé. Donc, si tu veux qu'on retravaille ensemble, moi, je serais ravie, mais par contre, il faut que... Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle quand vraiment, ça peut arriver que des fois, ils dépassent des limites où moi, il y a des choses... Ouais, moi, ça m'arrive à crier sur une de mes assistantes. Moi, c'est Je vais te dire, soit on change d'interlocuteur, soit tu t'excuses, soit à un moment, je peux pas rester sur ce plateau et rien dire. Ah ouais, non. Sinon, si tu veux ni t'excuser ni changer de ton, voilà. Parce qu'à un moment, la limite, elle est là aussi. Oui, après, bien sûr. Ça arrive, franchement, c'est hyper rare. C'est hyper rare. Oui, moi, ça m'arrive des fois. On peut dire que c'est pas chaque projet. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'on me hurle dessus ou que tu peux sentir que toi, tu manquais un peu d'expérience. En fait, c'est surtout dans les débuts. Tu sens que tu manquais un peu d'expérience. Et ça, t'as beau essayer de le cacher, toi-même, tu sais, en fait, que tu ne fais pas ça depuis longtemps. Et eux le savent. Et eux, ils savent qu'ils t'ont pris aussi parce que t'étais moins cher. Donc, non, je suis d'accord, mais je te parle plus à notre niveau, là où on en est maintenant. Oui, mais j'ai pas eu à notre niveau, comme tu dis, j'ai pas eu, il peut y avoir des choses un peu, où tu sens, mais voilà, avec l'expérience, tu sais que tu peux mettre des limites et ça dépasse rarement. Moi, j'ai pas trop d'expérience. J'ai pas eu récemment d'expérience où c'était catastrophique. Moi aussi, je pense que ça fait peut-être déjà 2 ans que j'ai eu des situations un peu bizarres. Mais c'est vrai que des fois, c'est surtout les personnes, parce que j'avais un directeur artistique qui, après 3 semaines d'échange, de validation de tout, il vient dans le loge rempli, qu'il s'explose de vêtements. Il dit, en fait, on n'a rien acheté devant moi. Et je me dis, mais en mode, mais vous avez validé tout ce que vous voyez, c'était validé par vous. Ouais. Comment ça, on n'a rien acheté? Et ça devant tout le monde, et genre, il regarde même pas moi, et il constate le fait qu'on n'a rien acheté. Ouais, c'est bien. Et je fais comment? Ouais, et j'avais un autre, on achetait en collection couture qui venait des Qatar, un truc comme ça. Et eux, ils sont, les gens d'Orient, ils sont un peu différents de nous, de façon de travailler et tout. Et du coup, j'étais en train de stimer la robe. Et si vous voulez, ça fait 10 ans que je stime les robes. Quand même, j'estime que je sais stimer les robes. Oui. Et carrément, la nana, elle a pris le steamer. Elle m'a dit, non, tu fais pas bien. Regarde comment moi je fais. Et là, à ce moment-là, j'étais à 2 doigts de partir parce qu'il avait une histoire avant, etc., que je me suis dit, comme toi, non, ça va, on va finir cette journée, tout va bien, etc. C'était un peu presque le dernier goutte avant, parce que je me suis dit, oh, ok, mais si je sais quelque chose dans la vie, c'est d'estimer des robes. Ouais, s'il vous plaît, c'est pas, voilà. C'est le béaba, quoi, donc, je l'ai validé depuis bien longtemps, donc, me fais pas chier. Oui, s'il vous plaît, oui. Oui, mais je pense que vous avez raison dans le sens que c'est surtout le comportement de gens. C'est l'humain surtout, plus que... Et comme tu dis, on sauve pas des vies, et on est tous là pour bosser, pour apporter chacun son œil, son imaginaire, tu vois, ça touche à ce projet. Tu vois, genre d'une styliste à l'autre, ce sera pas le même projet parce que ce sera pas le même stylisme. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de chacun apporter son savoir-faire. Et on est dans la création, on est dans un métier, comme tu dis, d'image, de beau, d'esthétique. Et évidemment qu'il y a énormément de budget derrière, mais
de là à être complètement, tu vois, les projets pareil, comme tu dis, indécis ou même le jour du shoot, c'est pas validé. Moi, ce genre de bail, en fait, moi, j'arrête. Quand je vois que genre 2 jours avant le shoot ou 3 jours avant le shoot, il y a rien qui est validé et que ça change de brief et que on n'arrive pas à trouver un espèce de truc en commun pour... Enfin, en fait, à un moment, stop. En fait, on n'est pas des magasins ambulants. On a des limites, que ce soit financière ou financier, ou que ce soit genre, tu vois, on peut pas ramener Paris et le monde entier, tu vois, genre on sait. Et il y a beaucoup de clients qui pensent que tu peux, même pas de budget. Qu'il existe un choix illimité. Non mais ça, en fait. Et t'as même pas de budget en fait. T'as pas de budget à lâcher. Moi, j'avance en fait ton fucking projet, tu vois. Tu vois, et à un moment donné, juste considère ça. Genre, et par exemple, niveau paiement, parce qu'on est tous en freelance, on sait à quel point c'est aussi galère de faire payer les clients, en fait. Est-ce que vous avez de mauvaises expériences quand le client n'a pas vraiment genre, payé ou il avait des choses comme ça? Peut-être au début, justement, parce que là, on est tous un peu plus expérimentés et on a certaines organisations, comme Clélia, tu disais que toi, par exemple, tu travailles, et moi, d'ailleurs aussi, qu'on ne commence pas à travailler s'il n'y a pas de 50% de notre tarif versé en amont, c'est ça? Ouais, moi, c'est ça. Je demande 50% du contrat, plus les avances d'achat. Et tant que c'est pas, si j'ai pas l'avis de paiement, je ne commence pas à travailler. Mais je leur dis avant. Parce que ce que les gens savent pas dans notre métier, c'est que des fois, on nous demande d'avancer des sommes astronomiques. C'est ce qu'on disait. Et encore, j'ai 17 000, je suis gentille. Des fois, c'est des 30 000, etc. Et que on va nous dire, si tu veux ce job, il faut que tu avances ça. Mais en fait, on demande à n'importe quelle personne normale, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, d'avancer 10 000 €. Elle va te dire non. Voilà, donc à un moment, surtout quand tu travailles pour des... Voilà, quand tu as des grosses productions qui te contactent, oui, mais c'est long les délais de paiement. Mais en fait, c'est à vous de nous faire les avances. C'est à vous de nous donner les moyens d'eux. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est à nous, parce que je pense que comme des fois on a besoin d'argent, on a besoin de ces jobs-là, on va accepter. Mais c'est aussi à nous, entre stylistes, de poser ces limites-là. Et moi, si j'ai pas l'avance, je ne commence pas à travailler, je leur dis, et si vous m'envoyez l'avance 4 jours avant le job, vous aurez ce qu'il y a 4 jours avant le job. Et avec le budget qu'ils t'ont envoyé. Voilà, et si on me dit que je suis pas professionnelle, et qui n'est au pas contraire, en fait, parce que c'est professionnel, C'est ça en fait le problème, c'est qu'ils ont tellement l'habitude qu'on avance que voilà, c'est pas normal en fait, personne fait ça. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que moi j'ai déjà dit à des productions, vous m'envoyez pas les avances, vous voulez acheter ça, donne-moi ta carte bancaire. Et là tout de suite fais attention, parce que ce que les gens savent pas, on avance, on achète, on retourne. Oui, c'est ça, oui. Donc quand tu as 50 000 € de marchandises chez toi, que tu dois tout ramener, que tu dois faire attention, c'est notre responsabilité. S'il y a le moindre perte, rien, c'est nous, c'est à notre charge. Et les gens se rendent pas compte du stress que c'est de perdre une valise, de décharger que quelqu'un te vole quelque chose. Mais c'est vrai, et il n'y a pas vraiment d'assurance en vrai. Il y a zéro. Même bon, après, moi personnellement, j'ai jamais, je vois, perdu une valise. Merci, mais bon. Je peux faire des prières. Parce que ça, c'est grave. Mais après, il m'est arrivé de, tu vois, tu sais pas pourquoi, telle boutique ne veut pas reprendre ça. T'es là, et en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oui, c'est 1 euro, c'est 1 euro, c'est 1 euro, mais après, c'est 100 balles, plus 100 balles, plus 200 balles, plus 300 balles, et t'es là, genre, ok, en fait, là, je rentre plus dans le but. Et là, t'as un espèce de stress, tu dis, oh putain, comment je vais justifier ça? Tout est justifiable, en plus. Mais c'est juste que, c'est vrai que t'avances, il y a tellement d'argent en jeu, et au final, on y perd aussi, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent en avançant des productions parce que, je me suis rendu compte que mais bien plus tard, parce qu'il faut envoyer les notes de frais, les trucs et tout très très vite après le projet, et tu enchaînes les projets. Donc il y a un moment donné, si tu te poses pas pour faire ta comptabilité, pour savoir, en fait j'ai un espèce de trou énorme, je sais pas pourquoi, mais en fait tu te rends compte que le dernier achat chez Mango à 500 balles, il a toujours pas été remboursé, que t'as un truc qui n'a pas été livré chez toi mais qui a été livré je sais pas où, c'est juste une paire de gants Margiela à 500 balles, tu vois, mais du coup, tu sais pas où il est dans la nature, t'as toujours pas été remboursé, et le projet c'était il y a 3 mois, et t'es là, genre, et ça va très très vite, parce que c'est de 500 € en 500 €, de 200 € en 200 €, et au final, tu te retrouves à un moment donné vraiment avec 3-4 000 € de frais, de trucs, genre, t'es là, genre, où est cet argent, en fait? Oui, c'est mon argent, en fait, que j'ai gagné, argent, sauf que je ne les vois pas. Mais que j'ai même pas gagné, que j'ai avancé.
Ouais. T'as certains clients qui sont là, mais on t'avait dit de pas dépasser. Mais attends, oui, dépassé du noir. Après, tu m'as dit je veux du beige, après je veux du rose. C'est ça. Donc tu m'as fait racheter tout en 12 fois. C'est ça. Et entre-temps, on est passé de 3 personnes à 18 personnes, tu vois. C'est ça. Entre-temps. Et finalement, sur le shoot, on va pas mettre de haut. Voilà. Un shoot en portrait. C'est ça. Avec les épaules nues. Voilà. Un petit bijou. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Mais la modèle, elle peut garder ses bijoux, en fait. On aime bien. Le truc, genre, on veut pas de Zara, on veut pas d'H&M, on veut que de la qualité, on veut que des premiums. T'as 5 000 € d'avance, enfin, t'as 5 000 € de budget, en fait. Il n'y a pas 10 000 €, je t'achète que des... On veut du Jacquemus, du Ami, on veut, et t'es là, genre, mais comment? Et on veut du choix. Voilà. Oui, parce qu'on veut des backups. 4% au moins. On veut du choix, mais t'as 5 000 €, mais on veut que du haut de gamme. Et t'es là, genre, il y a plein de choses qui marchent pas, en fait, là. À un moment donné, tu sais. Il y a un problème dans l'équation. Il y a un problème dans l'équation. on est pas, enfin, vraiment, parfois, ils nous prennent vraiment pour des magiciennes, genre mode. Oui, ça m'est arrivé déjà, les gens qui me contactent la veille, mais vous avez les choses chez vous, vous pouvez les ramener demain. Je dis pas, moi je suis pas maquilleuse en fait. Je sais pas quoi faire, je peux pas prendre ma valise avec tout le matos qu'il y a déjà et venir, j'ai pas de showroom de 5 mètres carrés où il y a tous pour tous les budgets, pour tous les projets, pour tout ce que, parce que les gens, carrément, ils pensent, c'est lui qui ne comprend pas, peut-être pas les grosses prods, parce que quand même, le gros prod, il comprend un peu l'industrie, mais les petits clients, ils te disent, bah oui, mais ramène ce que tu as, genre. Ok, bah j'ai un t-shirt blanche, ok, il n'y a pas de souci, je vous le ramène, mais... Oui, mais même le stock, pour moi, il devrait le louer, en fait, parce que c'est pas les stylistes qui le facturent, il y a des stylistes qui le facturent, moi, je le facture, je veux dire, je vois pas pourquoi je devrais ramener des pièces que vous serez censé avoir payées gratuitement. C'est expliquer que le stock, c'est des pièces que nous, on a, c'est soit de nos vêtements, soit le vêtement qu'on a acheté quelque part, etc., soit les vêtements qui restent de l'autre projet, ce n'est pas été remboursé, et qu'on peut réutiliser pour les autres projets. Ouais. C'est ça, mais comme ils veulent maintenant, toutes les boîtes veulent récupérer tout ce qui a été acheté, du coup, on se retrouve sans stock. C'est un stock, c'est un remboursement. Non, mais c'est ça. Et après, ils te disent, est-ce que tu peux ramener ton stock? Je suis là, bah... Non, vu que tu récupères, donc du coup, moi, je peux pas ramener mon sac, vu que vous récupérez. Pour la compta, c'est un enfer pour nous. Parce qu'ils te demandent de faire le ticket, la photo, le truc, à chaque fois. Ticket, photo. Moi, ils me demandent à chaque fois que tout ce qui est pas remboursé, qu'ils doivent récupérer. Ils te demandent le listing complet, c'est un travail. Dans le sens où ils doivent vérifier que c'est vraiment... C'est hyper long, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu renvoies 35 pièces que tu dois lister sur chaque ticket de pièces, le truc, etc. Enfin, à quoi ça correspond? Non, ça par contre. c'est... Oui, mais c'est vrai que les gens se rendent notre job aussi. Il y en a, ils sont plus flexibles, mais tu as des certaines boîtes... Mais la plupart, ils sont quand même plus flexibles, parce que vraiment, te demander le listing de tout, c'est vraiment... Et je pense que les gens, ils se comprennent pas. On dit on est styliste et ils pensent que c'est un métier tellement créatif et que tu sais, tu fais que le mood board et que des choses bien, etc. Et tu assistes au Fashion Week. Sauf qu'il y a un gros partie de logistique derrière, comme tu disais. Il y a la facturation, la comptabilité, il y a tout ce qui est note de frais, même échange client, aller-retour, etc. Brief, changement, etc. Ça prend énormément du temps et c'est pour ça que une projet, c'est pas un jour de 7 quand tu viens avec tes valises, tu l'estimes. Ça, c'est 10%. Et moi, je dirais que vraiment, c'est 10%. C'est 10% de ça, c'est quand t'arrives en 7, c'est déjà fini. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Quand j'arrive sur 7, c'est fini. Ah, mais moi, le meilleur moment, c'est quand le fitting est fait et que les gens sont en train de shooter. Et là, pour moi, le job est fait. Là, t'es content. Là, tu kiffes, quoi. Là, tu kiffes. Franchement, c'est le moment où t'es... Ouais. C'est votre partie préférée de votre métier? Justement, les trucs créatifs. Je pense que c'est le 7 quand tout est validé. Quand t'es en shoot et qu'ils sont là, c'est bon. Et t'es là, waouh. Ou tu vois, genre, ou juste 18 heures après le fitting, tu sais, genre, où tu sais que t'as pas de ça à faire. C'est bon, ouais. Où tout est validé et tout, et t'es là, genre. Bon, après, des fois, ils sont là, on fait les fittings on set, finalement. Par contre, le modèle, il peut pas venir un peu en avance, du coup, il va falloir faire vite. Ouais. Et on a 20 minutes par personne. Ouais. Et après, il y a vraiment deux métiers, en fait, dans nos métiers. Deux métiers. Vraiment deux gros métiers, mais on est entouré de 1000 métiers parce qu'on fait de la production, on fait de tout. Réseaux sociaux. Oui, voilà, dans les réseaux sociaux, se vendre, démarcher. Enfin, vraiment, tu travailles, je pense, tout le temps, 100%. Moi, je pense qu'on est à 100% tout le temps. Et, mais il y a aussi ce truc on fait de la pub, on fait des choses qui est rémunérateur et après tu fais aussi beaucoup de trucs qui ne sont pas rémunérateurs mais qui sont là pour te vendre. Donc c'est que de l'image et ça c'est encore une autre partie du métier parce qu'il y a des stylistes qui font que ça par exemple. Il y a des stylistes qui vont faire que du mag, qui vont faire que de l'image. Ouais, ça tue un peu notre métier.
Parce qu'il y a beaucoup de stylistes qui font des collabs, etc. Et c'est ça, je pense aussi, parce que franchement, depuis le Covid, les prix ont quand même baissé. Je sais pas si toi, tu vois la différence. Je trouve que par rapport à avant, avec les réseaux sociaux, parce qu'on est plus nombreux aussi. Oui, puis à l'époque, moi je sais que quand j'ai commencé, c'était mal vu de filmer sur les sets. Tu venais sur les éditos, etc. Tu prenais pas trop de backstage. Oui, soit tu le prends, mais c'était un peu délicat. C'était quand même assez mal vu, je trouve, alors que maintenant, ça fait partie de notre travail d'afficher les backstage. Oui, de faire des réels, et de faire des vidéos, de montrer, alors là, j'ai fait mes shopping, etc. Parce que c'est devenu une partie intégrante, on fait de l'image, il faut qu'on ait des followers, il faut qu'on ait du contenu. Alors il faut qu'on a des contacts. Quand tu vois notre boulot, à quel moment t'as le temps, quand tu passes ta journée en scout à faire 40 retours, que t'as les cheveux comme ça, t'es en survêt, et les gens ils te croisent, mais vous êtes pas stylé tous les jours, j'aimerais. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est très intéressant. C'est vrai, je trouve que. Et le fait, comme il y a plein de jeunes qui se lancent, et moi je comprends, c'est comme quand nous on a fait oui, au début aussi, on faisait. Et comme il y a beaucoup de monde aussi qui s'est lancé dans ce milieu-là, et que forcément on veut faire de l'image, parce que ça fait de la visibilité et de la pub, ça a un peu tué aussi les prix, je trouve. Ouais, bien sûr. Moi, j'en vois des fois des influenceurs qui sont très connus, qui me contactent et qui me disent, mais d'habitude, je paye pas. Et je dis, oui, ça c'est l'histoire avec ça. Ah non, j'ai plus le temps. Parce que moi je travaille. Tu payes mon loyer comment? Je vais appeler. Oui, je te fais une story, s'il vous plaît. Oui, je prends 2 croissants et je fais une story. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui est réel dans notre métier et on n'en parle pas. Il y en a beaucoup. Et je comprends que les jeunes y fassent ça aussi parce que tout le monde a besoin de se lancer. Mais à un moment, comme il n'y a pas forcément de cadre vraiment dans le milieu de styliste aussi, je pense que c'est ce qui fait que tout le monde trouve des portes d'entrée comme ils peuvent en fait. Mais moi je pense que ce sera dans l'idéal et ce sera bien que les gens ils font peut-être quelques collabs pour avoir quelque chose dans le portfolio et tout, parce que si tu regardes où les jobs où ils étaient assistants et tout, vraiment tu vois pas leur travail. Mais même avec des petits jobs, tu peux faire un petit tarif. Tu fais un petit tarif, mais dans ce sens-là, les gens, ils te valorisent plus. Oui, mais les magazines, par exemple. Non, mais magazines, oui, ok, mais les influenceurs, s'il vous plaît. Non, mais ils n'ont pas de budget, mais ils payent même pas mal. C'est-à-dire, c'est toi qui payes pour DHL, Stuart. Je demande un minimum pour au moins payer les équipes et les vannes. Mais même les équipes, quand tu arrives à avoir... c'est pas si tu factures au SMIC, entre guillemets, on est hors tarif. Donc, mais c'est vrai, quand tu vois des gros magazines internationaux qui vont te donner 500-600 euros de budget pour faire une semaine et demie de travail, et qu'après le mag il est vendu 20 euros dans tous les kiosques, et que du coup tu shootes du Hermès, du Chanel, du Dior et que ça te fait de la pub. Sauf que... et même les magazines indépendants, tu vois, les jeunes magazines pour lesquels tu travailles, ou moi ça m'est arrivé tellement de fois d'injecter du 1000 balles, 2000 balles dans des projets, et en fait et ça choque personne ça choque personne. C'est-à-dire que tu donnes les images, ils sont contents, et en plus ils te font chier genre en mode franchement je valide pas ta sélection, t'es là genre attends. Déjà je travaille gratuit. Je mets mon paye et en plus de ça. Non, mais pour moi c'est normal que sur le collab ça doit être intéressant pour toi, c'est ta sélection, c'est ta vision, c'est ça que tu fais, parce que sinon t'es là pour quoi? Mais ça rend ouf, parce que nous en termes de retour, je sais pas si tu prends des coursiers, mais quand je fais des éditos, moi j'en prends pas, c'est nous qui les faisons avec les équipes. Un coursier c'est cher. Moi je prends des coursiers en fait, parce que en fait je suis tellement c'était sur d'autres jobs, et en fait il faut avancer parce que plus tu laisses traîner, et plus en fait tu te retrouves avec une montagne de trucs et tu sais plus qui est quoi. Moi j'adore être je sais que moi je dépense énormément d'argent en fait dans tout ce qui permet d'aller vite. Tu vois, genre je prends des assistants. Moi je fais 50-50. Si j'ai un stagiaire, c'est les assistants, des coursiers. Si je n'ai pas, je préfère de prendre un coursier, parce que moi je me dis de perdre 2 heures aller-retour à l'agence de presse qui est super loin, etc. Je préfère dépenser 15 balles Stuart et envoyer et bosser 2 heures sur un autre truc. Surtout moi j'ai plein de, tu vois, genre des coursiers qui sont hyper sympas et qui sont ok pour prendre toute ta marchandise et qui connaissent les bureaux de presse et qui vont les déposer. Moi j'ai besoin de contacts. Donc en fait tu leur donc du coup ils te payent, je sais pas, c'est peut-être 15 euros la course, par bureau sac, de presse, par sac. Et il te prend tout, t'en as pour 150 balles, tu vois. Bon, c'est 150 balles en plus à dépenser. Mais au moins il arrive. Mais ta journée, elle est libre. Il te prend tout, et en fait, tu peux avancer sur d'autres projets, parce que sinon, tu te retrouves un sac que tu as oublié de rendre, un truc qui traîne, un truc qui n'a pas été remboursé, c'était quel projet déjà.
Ouais, j'aime bien quand, tu vois, genre, tout est vraiment... on a fait un projet, on le rend jusqu'au bout et après on enchaîne. Moi, je suis comme toi, je fais tout le lendemain. Tout est cadré sur chaque projet, je cadre tout. Mais par contre, je préfère payer les assistants que payer des coursiers personnellement. Oui, mais toi, les assistants, parfois, ils sont pas dispo. Parfois, c'est genre, tu peux pas non plus les payer 3 jours pour faire des retours, tu vois. Donc, le coursier... Moi, le parti que je déteste, c'est le retour en magasin. Même pas l'agence. Moi, ça, c'est l'enfer. Déjà, en ligne, ouais. Non, retour en boutique, oui. Ouais, attends, un retour internet, moi, le nombre de fois où les colis ne sont jamais arrivés, j'ai jamais été remboursé. Ah ouais, non, ça arrive trop, ouais. Non, en boutique, c'est plus, puis c'est malaisant. Mais oui. T'arrives avec des 2500 € chez Zara, la vendeuse, elle te regarde, tu la regardes, tu te dis, oui, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Mais oui, c'est. Mais souvent, tu vois, c'était vraiment dernier moment, etc. T'as eu le budget lavé, t'as pas le choix, parce que ça va jamais arriver, même avec 24 heures de Asos, je sais pas quoi. Tu vois, t'es obligé d'aller faire le magasin. De faire de l'internet, et donc du coup, tu fais ça surtout l'internet, tu fais ça le soir. La journée, t'es sur les magasins, donc il est 23h, et après, tu fais les moods, en fait. Quand c'est les stocks d'Ajara Châtelet, là. Et après, il est en train de faire la queue. Est-ce que t'as des looks à me montrer? Est-ce que t'as les looks à me montrer? C'est ça, est-ce que, tu vois, genre, en fait, c'est la préparation, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus éreintant. Vraiment, ça te lessive, la préparation. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'au départ, on sous-estimait, moi, je sous-facturais, tu sais, la prépa, et en fait, j'ai pas envie de dire, mais... non, vous faites comment? Vous facturez prépa par projet, par jour? Vous estimez combien de jours vous allez passer? C'est quoi l'organisation en peu jour de prépa, jour de shoot et 2-3 jours de retour. Mais c'est pas le même tarif le jour de shoot ou le jour de préparation? Ouais, c'est pas les mêmes tarifs. Alors moi, je trouve ça un peu débile parce que tu travailles tellement, c'est tellement plus intense le jour de la préparation parce que c'est là où tu dois en fait comprendre ce qu'ils attendent, trouver la bonne pièce, le bon truc où tu te dis, ok, ça va être ça. Ça te prend un temps de dingue. Et toi, les gens, parfois, ils te disent, ah, mais c'est que du Zara. Et t'as envie de dire, mais trouver cette pièce qui va te plaire chez Zara, j'ai fait 18 Zara, en fait. Oui, c'est ça. Puis je connais tout le site de Zara par cœur. J'en peux plus. Et c'est pas genre, je vais chez Zara et je prends tout ce qu'il y a chez Zara, en fait. C'est je vais chez Zara et je fais une sélection chez Zara. C'est-à-dire que je passe du temps à trier dans tous les Zara de Paris quelles seront les pièces qui seront intéressantes. Et après, et je te fais tes photos. C'est ça. Et bien que ce soit Zara, la pièce est intéressante. La pièce est photogénique et la pièce. Oui, on sent ce qui est écrit. Il faut monter le doc après. Il faut monter le doc et tout, blablabla. Non, et vraiment, je trouve que de sélectionner chaque pièce que tu vas apporter à ton client, ça te prend un temps, une énergie, et même de comprendre le brief, de comprendre dans quelle direction ils veulent aller. Et souvent, tu as la cliente, tu as le réal, le photographe, tu as le DA, et en fait, tu as tellement de personnes à qui tu dois faire valider et qui doivent être en accord avec ce que tu proposes. C'est, tu vois, tu es là genre, ok, je croise les doigts pour que tout le monde soit OK. Soit d'accord. C'est pour ça que je fais pas trop de pub. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de fait que le pub, c'est vraiment le mieux payé. Pub depuis tout à l'heure. Oui, on parle plus le mieux payé, mais parce que l'édito, c'est flex. T'es avec ton photographe, le photographe, il t'a choisi. T'as choisi ta team hair, make-up, ton casting, tu l'as choisi aussi. On a tous travaillé là-dessus. La pub, enfin l'édito, c'est genre c'est le petit bonbon, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est facile. Après, nous, on fait pas mal de. Moi, je fais beaucoup de VIP aussi. Toi aussi d'ailleurs. Oui. C'est vrai que c'est autre chose et j'ai fait beaucoup de clips aussi. C'est d'autres. Un petit peu, c'est quoi les différences pour tout ce qui est musique, musicien, clip Par exemple, les VIP, ça va être par rapport aux talents que tu as les accès aussi. Donc, tu as des talents qui ont des accès facilement. Tu en as où il va falloir que tu contactes, que tu sources énormément de jeunes designers, aller chercher des créateurs, aller chercher des marques, aller chercher qui va prêter ou pas. Parce que quand on. Oui, ça dépend largement de profil. À part si tu sors un full look, si tu dois sortir 3 looks, tu vas vouloir les construire. Donc, 3 looks, c'est 2 portants. Les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Quand on nous dit ramène 3 looks et que tu envoies la facture, on dit c'est cher. Mais pour tes 3 looks, il va falloir que je ramène 10 paires de chaussures, 10 tops, 10 pantalons. On ne sait pas si ça va aller. On ne sait pas si la taille elle va être bonne. On ne sait pas si la matière elle va matcher. Et on ne sait pas si tu vas aimer. Voilà, c'est ça. Même si ça correspond à 100% quand tu m'as envoyé, on n'est pas sûr que tu vas aimer. C'est ça. Donc moi j'adore travailler avec des VIP parce que c'est vrai que c'est un autre travail aussi. Et après le clip c'est encore autre chose. Et moi j'ai fait beaucoup de clips dans le rap français. Donc
la mode, ils sont un peu frileux. En plus, tu dis clip, ils s'imaginent... Enfin, forcément, ils marchent avec, ils tournent, Donc, t'es comme ça. Ils mangent après. Voilà, oui, c'est ça. T'es là, ça tout de suite. Et le clip, c'est vrai que des fois, c'est du stress parce que ils ont toujours des super idées, les réals. On va aller dans l'eau, il va courir dans la boue. Il va monter sur le cheval. Toi, t'es là, non, il va pas monter sur le cheval avec le costume Ralph Lauren, là. Tu sais que pourquoi pas. Voilà, puis même, tu dois rendre les paires après, faut nettoyer. Enfin, t'as plein de trucs, tu te retrouves, c'est un stress que... Si jamais t'abîmes une pièce, les gens n'ont pas conscience aussi que tu ramènes à la presse, tu es facturé. Donc, soit tu passes au pressing avant, soit... Enfin, si tu pressing. Voilà, il faut garder. Après, il y a les gens de presse qui s'en foutent un peu, mais moi, je peux pas me permettre de rendre quelque chose qui est... C'est pas correct. C'est-à-dire qu'ils te prennent des pièces qui sont dans un état, tu les rends dans le même état. Enfin, je veux dire, c'est la base. Mais le clip, c'est, par exemple, moi, quand je travaillais des fois avec des artistes, j'avais 4 rappeurs en même temps que j'habillais à l'époque, 4 cuts, ça nous est arrivé des fois pas de fitting, t'arrives sur le set, t'as 3 fois 4 looks et t'arrives avec tes 8 portants, je sais pas combien de valises à faire les fittings en set et je sais pas où. Enfin, tu sais, c'est un autre travail aussi. Après, moi, j'adore où des fois ils te disent t'habilles la figure, mais la figure t'as pas les contacts, tu sais pas quelle taille il faut. Donc ils arrivent à la queue leu, tu leur dis ramenez vos vêtements, mixez. Tu peux ramener s'il te plaît. Voilà. Puis tu dois noter qu'est-ce que tu prêtes à qui. C'est ça. Faire des photos des looks et en plus tout le monde arrive en même temps pour se déshabiller parce qu'ils veulent tous partir. Ah oui, en plus c'est ça. C'est autre chose aussi. Après, moi, j'adore parce qu'en termes humains, tu te régales, tu rencontres plein de gens et c'est génial. Et c'est une autre partie du travail où les gens sont quand même plus chill en général dans le clip. Mais par exemple, les horaires, des fois, tu fais, moi, on devait finir à des minuit, tu finis à 8h du matin. C'est une autre, c'est une autre énergie aussi. Moi, je passais par ça en cinéma parce que c'était 12 heures de travail chaque fois. Et il y avait aussi beaucoup de figurants et tout qui vraiment, surtout si la journée était super longue, ils étaient super fatigués. Et ils arrivent tous en même temps, tu n'arrives plus à les gérer. Ils disent, s'il vous plaît, là, juste je me déshabiller, genre, je me casse. Il y a des gens qui partent avec quelque chose que j'ai oublié, je sais pas quoi. C'est spécial. La Chanel, oh putain. La peine, ça. Le collier, j'avoue. Moi, je viens comme ça. S'il vous plaît, là, on a les Moi, je fais des photos, je note leur nom, ils savent que je dis si vous essayez de voler, j'ai votre nom, votre prénom, votre photo. Donc, passeport, rivière d'identité, permis de conduire. Moi, j'avoue, le clip, j'en fais pas souvent parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que les artistes ont un ego et en fait, pareil, ils sont pas forcément, comme tu dis, très connus et en fait, ils veulent être en full Gucci et t'es là, mais en fait, je peux pas te sortir toute la collection Gucci. Et ils te disent, toi, t'es pas, mais c'est parce que toi, t'es pas bonne styliste. Mais ça, ils comprennent pas, tu vois. Et à partir de là, moi, en fait, on m'a proposé 2-3 fois de faire des clips. J'ai fait un clip il y a 1 an et demi. Pour Fatoumata Diawara au Sénégal, c'était genre extraordinaire. On était à Dakar, on est parti shooter. Pareil, réal, je ne connais pas. On m'a mis sur le clip genre 3 jours avant de partir, tu vois, à Dakar. Et tu sais qu'à Dakar, classique. Et en plus, on te dit, tu verras, le réel, il est un peu pointilleux. Il n'est pas forcément facile, mais bon courage. Et t'es là. Ok. Et donc... Et plus ça va, plus tu reçois dans la nuit. Donc le réel, il a rajouté un panneau en plus. Il faudra une robe en or, il faudra ci, il faudra ça. À un moment, il monte sur un cheval. Il faut un truc qui soit hyper long. Les chevaux. Ils savent pas que ça sent. Ils savent pas que ça sent. Il y a des poils. Et t'es là, ok, donc tu te ramènes à Dakar avec tout ce que tu peux, en fait, vraiment tout ce que tu peux, en te disant, on verra sur place. Et en te disant l'avion, la valise. Oui, la valise, ça, les 9 valises qui font 32 kilos, et en fait, tu te rends compte que tu t'es pas en business, et que du coup, il faut essayer de répartir, et en fait, t'es là avec 9 valises à ouvrir, à essayer de trouver la valise où il y a le moins de trucs pour pouvoir... Ici 2 kilos, ici 1,5 kg, là. Quand t'arrives, un enfer. Tu les attends en sortant de la soupe, t'es là. Ah oui. J'espère qu'elles sont ça. Une fois, ils ont oublié une valise avec du Dior en soute. Ah là. J'étais blanche. Ah oui, t'es en bas. Je dis oui. Moi, j'étais plus là non plus, donc.
Non, c'est dur, ça vraiment. Ah ouais, c'est un les horaires. Moi, maintenant, j'ai cadré ça, mais il y en a plein, ils t'envoient des trucs jusqu'à 23h. Je dis, moi, à 20h. J'ai eu une histoire une fois, j'étais en publicité, et il nous a dit, oui, on shoot une journée, et après, peut-être en demi-journée, mais on sait pas encore. Je dis, ok, il a pas de souci, en journée, c'est 8 heures de travail, plus post-déj, je sais pas, ok, 10 heures, ok, je peux, genre, je suis pas chiante. Et après, je reçois un call sheet. Il y a 15 heures du boulot. Genre, on commence à 4 heures du matin et on finit à 20 heures. Je dis, pardon? Mais on shoot pas le lendemain? Ah non, on a tout collé dans la même journée. Je dis, oui, mais vous comprenez que c'est 2 fois 8 heures presque. Ouais. C'est genre 2 journées juste. Et le fait que vous avez fait le planning de tout ça dans une même journée, mais ça reste travail de 2 jours. En plus, ce qui est horrible, c'est que du coup, t'as plus le temps, en fait. Oui, c'est ça. T'as pas le temps, en fait, ça va très vite, et en fait, c'est après coup que tu vois que c'est mal boutonné, que c'est pas genre raccord, que c'est pas le look que tu voulais faire, mais t'as dû le faire en urgence parce que ils t'ont pas laissé le temps de. Et je trouve que tu le ressens quand ils te font des choses comme ça, où tu te dis, mais en fait, il faut aussi à un moment donné qu'on ait le temps de travailler, toi. De juste réfléchir, de faire les de choses mettre bien, quelque chose, de juste faire les choses bien, de reculer et de regarder est-ce que j'aime bien. Bien sûr. Pourquoi les pubs Dior, Chanel sont toujours aussi impeccables et aussi bien montées? C'est parce qu'en fait les gens ils ont le temps en fait. Enfin je veux dire ils essayent de trouver le temps et on te dit pas t'as genre on a 28 looks à faire en une journée. T'es là genre. C'est ça. Non, mais c'est vrai que les horaires, je trouve quand tu fais c'est pareil un travail normal on te dit ça ils vont te facturer les heures sup. Bien sûr. Nous des fois quand le soir ils te demandent des changements, des horaires, des machins, il faut ci, il faut ça. Normalement, ça se passe pas comme ça. Clé, j'adore, tu vois, elle est très organisée. Moi, je me dis, comme ça, en fait. Là où moi, je suis un peu plus flex, je me dis, bon, allez. J'ai arrêté parce qu'en termes de santé mentale, il y a une période de ma vie où je travaillais tout le temps. Et quand je te dis, je travaillais tout le temps, et puis je voyageais beaucoup, donc. Et en fait, ça m'a épuisée. Moi, j'ai 30 ans, je suis arrivée à même pour mes équipes, je déteste ça. Là, ça nous est encore arrivé. Des fois, les clients qui, à 20h, il me faut ça pour demain midi. Mais en fait, non. En fait, bien sûr que je vais le faire, mais après, ça m'appelle l'agent. Mais je dirais, non, faut cadrer aussi parce qu'à un moment, c'est pas comme ça. Et je trouve que c'est à nous aussi de dire, et c'est ça, je trouve, dans la mode. Là, non, moi, je mets mes équipes, normalement, à 20h, on a fini, elles reprennent le lendemain, et les week-ends, elles sont off. Et s'il y a des extras, on en discute, mais moi, ça me dérange de devoir appeler mes teams pour leur dire, là, faut faire ci, alors que c'est pas prévu, parce que c'est pas, en fait, c'est pas comme ça que ça devrait se passer, je trouve. Et ok, on est des artistes, et ok, on fait des gros budgets, etc. À un moment, enfin, moi, je suis vraiment dans cette démarche aussi d'arriver à cadrer davantage ce qu'on fait, je pense, pour les générations qui arrivent. Parce que, certes, il y a beaucoup d'argent en jeu, certes, mais après, c'est aussi à nous de dire non. Et après, bon, moi, c'est un parti pris que j'ai moi, mais je décide que je préfère peut-être moins travailler, mais dans des meilleures conditions, parce que je pense que c'est aussi comme ça que tu imposes le respect et que tu imposes tes limites dans ce métier. Mais est-ce que vous avez remarqué un peu le logique dans le sens où c'est vraiment un gros projet et c'est les clients qui t'a choisi, du coup, qui te fait confiance, etc. Ils font moins des allers-retours, ils te font confiance, dis ok, moi je choisis cette styliste là et ok, peut-être bien sûr qu'il y a des changements, etc., mais c'est plus détendu par rapport au client que peut-être elle a essayé au premier temps de négocier un peu de tarifs au début, et après il va te faire mais vraiment changer tout, ramener plein de choses, etc. Genre il va te faire travailler beaucoup plus que parce que il te peut-être il te fait pas confiance autant ou il te valorise pas autant parce que t'es déjà genre pas cher, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que à notre niveau c'est plutôt que le client lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Tu vois, ou voilà, c'est ça, entre le client, la DA et tu vois, ou les DA, tu vois, genre l'agence. Et le fondateur qui. Non, mais c'est ça, tu vois, genre, t'as tellement de gens, t'as tellement de personnes entre que je pense que parfois ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et donc, et c'est ça aussi que je trouve assez pénible aussi dans nos métiers, c'est de devoir rapporter genre des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, de devoir back-upper des tonnes et des tonnes de fois pour au final souvent, genre parfois on ne voit pas. Mais après, c'est même pas le problème qu'on voit pas, mais l'intention y était, mais c'est surtout qu'on n'a pas de clarté, tu vois, genre rien n'est clair, rien n'est précis. Et là, j'essaye aussi maintenant d'essayer de dire en fait les gars, voilà ce que vous avez demandé, on va suivre ça, je back-up un peu, mais en fait à un moment donné, mon métier aussi, c'est de faire une sélection, tu vois, c'est de choisir les pièces, la direction concernant le vêtement
Donc, aussi, faites-nous confiance. Moi, je vais te rapporter aussi mon œil, ma valeur ajoutée, mais je vais pas te ramener toutes les options possibles en plus, juste pour me rassurer ou te rassurer. Et en plus, c'est 18% qui n'ont rien à voir avec ce que tu as demandé. Donc, est-ce qu'on peut pas rester juste dans la direction qu'on a prise, avec évidemment des possibilités, un champ de possibilités possibles, mais à un moment donné, stop, en fait. On peut pas non plus avoir 150 milliards de champs de possibilités quand tu as demandé ça. Tu vois, on reste dans une espèce de souplesse, on peut se retourner parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu arrives sur set et que tu te dis, oh putain, j'ai pas ça, putain, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et quand tu sens dans le regard de ton client que t'as rien, tu vois, genre, et je pense qu'il y a rien de pire que quand tu sens que tu n'as pas apporté les bonnes choses, et en fait, t'as la pièce qui est remplie. Et t'as pas ramené les bonnes choses. Et je trouve que maintenant, il faudrait qu'on essaye de travailler dans OK, je ramène déjà ce qui est bien, et après, on back up, tu vois. Mais ramenons déjà ce qui est essentiel, tu vois. Oui, on sait ce qu'on... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. On sait ce qu'on veut, en général, parce que moi, je sais que des fois, ils sont là, ils sont ramenés 50 millions de pièces, au final, ils choisissent ce qu'on savait qu'ils allaient choisir. C'est ça. Oui, on savait que vous alliez prendre ça. Je vais te faire essayer ces 12 body blancs avec la bretelle fit, celui ouvert, le machin. Mais tu sais que tu vas prendre celui-là depuis le début, c'est juste parce que vous... Oui, c'est de l'argent et justifier le fait que... Non, mais je suis d'accord qu'il faille justifier, mais je trouve que aussi le fait que, toi, qu'on te prenne qu'on te choisisse pour un œil précis. C'est ça. C'est justement pas pour, dans ce cas, prenez la carte et allez faire le shopping, tu vois. Si vous savez mieux que moi. Si vous savez mieux et si tout le monde sait. Moi, quand tu me demandes quelque chose, j'ai une interprétation de ce que tu me demandes. Et c'est ça ma valeur ajoutée. Et c'est ça qui est important, c'est comment moi, j'interprète ce que tu me demandes de faire. Et c'est là où tu dois aussi faire confiance à la styliste parce que... Oui, mais je pense que de notre côté... C'est de la direction artistique parce qu'on n'est pas que styliste au final. On fait aussi de la direction artistique globale parce que tout ce qu'on choisit va avoir un impact à l'image. Oui, et je pense que, comme Clé, elle disait qu'il faut mettre des limites, etc., que, voilà, je peux travailler jusqu'à 20h, etc., il faut aussi savoir expliquer au client que, voilà, moi, je pense que ça, c'est bon pour vous, parce que, pas juste parce que je le pense, mais parce que, voilà, vous m'avez dit ça, dans le brief, elle avait ça correspond, bien et moi, en tant que styliste, je pense que ça, c'est la meilleure solution. Oui, et il faut me faire confiance que je sais quoi vous recherchez, en fait, si le brief, vraiment, et les lisibles parce que des fois comme on sait soit c'est super général et voilà puis tu sais tu parles aussi avec les réals, tu sais tu vois le casting, donc si tu veux le fait d'avoir le casting en amont, d'avoir le réal, d'avoir toutes ces informations là, toi ça te crée un imaginaire, donc ça te crée quelque chose et souvent moi ça m'arrive très souvent de voir une pièce et de me dire, OK, je sais que c'est pas demandé, mais je sais que ça va être cette pièce-là et je la prends parce que j'ai 100% confiance parce que je me dis, OK, en fait, c'est comme ça que je vois le projet. Ça, OK, je vais lui ramener parce que c'est ce qu'elle m'a demandé. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais moi, comment j'interprète le truc, c'est cette pièce-là que je trouve assez forte et intelligente et c'est ça qui va matcher. Et après, il faut arriver à le défendre. Oui, c'est ça. Arriver à le défendre et aussi à poser ses limites. Allez. Let's go. Et c'est là, t'es genre comme ça, t'es là genre, alors pourquoi? Et je trouve que c'est plus intéressant de faire vraiment une sélection pointue et élaborée où t'as vraiment passé, pour le coup, moi je peux passer une semaine entière dans les magasins à choisir. Juste regarder, à juste choisir les pièces, tu vois. Et juste faire de l'abattage, de ramener pour ramener, à un moment donné, en fait... ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, je comprends pas l'intérêt, tu vois. Je trouve qu'il ne faut pas leur ramener... Attends, je vais être en face. Il ne faut pas leur ramener des pièces que tu sais que tu ne veux pas aussi. Ça c'est vrai. Complètement. À chaque fois, ils vont te prendre, tu sais, tu l'as caché comme ça. Ouais. Mais c'est sympa, ça. Non. Ça, c'était... c'est à moi, en fait. Voilà. Je viens de l'enlever, là. Non, ça, je suis entièrement d'accord que... Vraiment, c'est hyper important que tu te respectes et que tu ramènes vraiment que des pièces qui t'inspirent et tu te dis, oui. Même si c'est pas la celle que j'aurais choisie, mais je sens qu'il y a un potentiel, donc je propose. Mais jamais je ramène des trucs où je me dis, non, mais ça, c'est pas mon style. Et au final, tu le vois et toi, pareil, c'était un truc quand on disait, est-ce que tu sens que t'es styliste ou pas? Mais c'est quand aussi les gens ont un retour sur ton travail et te disent, ah, mais ça, c'est trop ton style. Ah, on reconnaît que c'est toi à l'image. Et j'étais là, ah, tu reconnais que c'est moi à l'image, mais comment tu reconnais? Et en fait, ils disent, on sent que tu ramènes, que dans ta sélection, dans ta façon de faire ton styling, on sent que c'est toi.
Et ça, je pense que c'est le plus cool. Parce que toi, aussi, on voit ton styling, on voit que c'est toi. C'est ça. On reconnaît ta patte. Et je pense que c'est très, très subtil et c'est très, très fin. Et c'est pas tout le monde qui arrive à voir ça. Toi, c'est vraiment. Et quand. Oui, et c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, il y a des stylistes qui plutôt fonction. Genre, habilleuse, vraiment, il arrive avec que des trucs basiques. Vous voulez ça? Ok, on met ça avec ça, il n'y a pas de souci. Qui fait pas en soi le stylisme, tu vois ce que je veux dire? Il n'apporte pas de vision. Il ramène juste les pièces qui étaient validées et après, vous voulez jeter ça, il n'y a pas de souci. Let's go, jeter ça. Mais il ne ramène pas sa vision dans le styling. Les artistes, autant toi que moi. Enfin, moi, c'est ça, on m'appelle parce que pour moi, je suis pas la styliste. T'appelles Kélia Casal si tu veux. Je viens. Je vais faire le stylisme, mais écoute-moi quand même. Oui, c'est ça. Sinon, ça sert à rien parce que. C'est ça. Après, c'est aussi, voilà, dans quelle mesure, mais même si parfois je te dis, je fais de la pub et je suis assez polyvalente dans ce que je propose en termes de palette, il y a des choses, c'est peut-être pas ma DA, mais tu retrouves toujours quelque chose. Tu retrouves. Oui, il y a certains. Oui, je pense même quand tu vas dans un truc qui ne te correspond pas, dans un style qui n'est pas forcément le tien. Moi, j'ai un style, je sais pas quel est mon style, mais je dirais plutôt assez classique, mais dans mon stylisme, mais qui. Enfin, je dis classique, mais c'est... En fait, les gens vont te dire, non, c'est pas du tout classique. Enfin, bref. Oui. Tu vois, genre, c'est classique pour toi, tu vois. Moi aussi, je suis classique. Toi, t'es un robe noire. Moi, ça me paraît, tu vois. Non, mais toi, j'aime l'intemporel, j'aime le beau, j'aime que ça raconte quelque chose. Mais tu peux le raconter de différentes façons. Ouais. Et même si on te demande de faire un style un peu comme ci, comme ça, tu vas reconnaître un peu toi, tu vas quand même reconnaître ta patte, tu vois. Genre, on fera pas le même style chic que toi parce qu'on n'a pas la même interprétation, la même éducation. Et la même sensibilité aussi. La question de concurrence. Est-ce que vous pensez, parce que moi non, je pense pas qu'on a de concurrents par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'on a chacun sa vision, etc. Mais est-ce que vous trouvez que notre milieu, il est quand même en énorme concurrence? Parce que j'ai en train de parler de ça. Je trouve que c'est pas qu'on est en concurrence, c'est que il peut y avoir de la jalousie et de l'envie, tu vois. Genre, tu vois, et oui, on est en concurrence parce que toi t'as le job et pas moi, mais après je trouve que c'est même pas il y a tellement de place pour tout le monde, il y a tellement de tellement de visions différentes et surtout c'est même pas au départ tu le prenais personnellement, tu disais ils ont pris cette cis là et pas moi parce que je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et en fait, tu te rends compte avec le temps que non, c'est juste que ton style ne correspondait pas, mais c'est pas toi, c'est pas personnel, c'est genre juste cette personne-là était mieux pour ce job-là et en fait, avec le recul, tu te rends compte que vous aviez raison en fait. Elle est clairement mieux pour ce projet-là, même si moi, je pense que j'aurais fait quelque chose de chouette. Mais en effet, elle est mieux. Enfin, elle est il y a un rapport qui vient vers moi, je dirige vers toi. Parce que mais ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je considère pas qu'il y ait de la concurrence dans ce métier. Enfin, personnellement, je me sens en concurrence avec moi-même. Parce que je peux toujours faire mieux. Oui, mais aussi. Je considère qu'on est beaucoup et qu'il y a assez de place pour tout le monde. Et je pense qu'il y en a peut-être qui le ressentent plus que d'autres, mais enfin, je sais pas, après, je sais que moi, je fais les choses vraiment pour moi et là où j'ai envie d'avancer. Et je le ressens pas forcément. Et si on prend un job, juste, c'est que c'est pas moi qui devais l'avoir. Non, mais j'ai ce truc-là. Mais au départ, quand même, quand tu commences et que t'as pas forcément 100% de confiance en toi, en ton travail, aujourd'hui, tu vois, genre, je suis en compète sur un job. Tu vois, que ce soit la styliste à côté qui l'a, je suis trop contente pour elle. Je me dis, c'est chouette, c'est super. Moi, j'en aurai un autre qui va arriver et ce sera très cool aussi. Et parfois, il y a des jobs, je suis très surprise que ce soit moi qui l'ai parce que, en fait, je me disais, mais attends, mais elle était top pour ça. Tu vois, genre. Donc, du coup, tu vois, genre, là, aujourd'hui, t'es plus dans la concurrence, mais quand tu commences, t'as toujours ce petit côté de genre, oui, genre, tu regardes le travail des autres, on se dit, moi, je peux faire la même, pourquoi c'était pas moi? Et surtout, c'est très, en fait, ton travail et ton travail est ton art, et ton art, et c'est toi. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à faire, et ça, c'est avec l'expérience encore une fois, arriver à dissocier ton travail de toi, de ta personne. Ouais. Tu vois, parce que c'est tellement, ça te prend tellement au trip, tu vois, quand tu travailles, ça te prend tellement, genre, tu donnes tellement de toi, et pareil, aujourd'hui, tu sais à quel moment aussi tu peux lâcher. Ouais. Tu sais, et c'est là, au départ, moi, je trouvais qu'on pouvait être en concurrence parce que tu disais, oh putain, mais aujourd'hui, à notre niveau, je trouve que c'est pas de la concurrence, c'est plutôt genre, pourquoi on choisit tel ou tel style, c'est par rapport à son regard, à son talent. Et là, du coup, c'est... Oui, mais ça prend du temps de mettre en avant ton regard et même de définir ton regard, ta vision, etc. Ça prend du temps. Et tu peux pas... Je pense qu'il y a une solidarité aussi entre les stylistes, parce que je le vois beaucoup dans les VIP. Moi, je sais que
tu sais que tel ou tel artiste s'occupe, par exemple, on m'a déjà contacté par des artistes qui m'ont contacté pour faire des stylismes. Si je sais que de base, c'est telle personne qui s'en occupe, moi, personnellement, ça m'est arrivé de dire, bah non, je peux... Enfin, ou sinon, il faut que je lui en parle avant. Parce qu'en vrai, je trouve pas ça correct. Ou si tu connais les personnes qui travaillent dessus. Un peu comme ça, un peu bizarre. J'ai parlé avec un styliste, on a réglé entre nous et après j'ai... C'est ça, parce que je trouve qu'il y a quand même... Enfin, personnellement, j'ai ce respect-là où des fois, je sais que par exemple, il y a telle personne qui a bossé pendant longtemps, pas très bien payée, et que les jours où ils ont des budgets, ils t'appellent. Déjà parce que ça me donne pas envie de bosser avec l'artiste. Je vais me dire, c'est un peu... tu te dis manque de fidélité, peut-être. Et je trouve qu'il y a ce respect-là où, personnellement, je vais jamais... Ou sinon, je vais appeler la styliste, je vais lui dire, écoute, même si on se connaît pas, je sais que tu travailles avec un tel. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que je trouve qu'il y a quand même je suis d'accord. Il y a, on fait quand même, entre nous, il y a une solidarité où dans le sens, si c'est ok, mais moi, je te prends pas ton client. Je suis d'accord avec toi, parce que tu sais, c'est vrai qu'on le fait, parce qu'on sait aussi dans l'autre sens comment ça peut être... T'apprécies moyen. T'apprécies moyen, tu vois. Et donc, moi, les peu de stylistes que je connaisse avec qui je suis en contact, effectivement, ça m'est déjà arrivé de les appeler en leur disant, ton client m'a appelé pour faire ça. Je préférais te le dire. Voilà. Oui, c'est ça. Et là, on en discute et voilà. Mais je suis d'accord avec toi de ce côté de solidarité parce qu'on sait, il y a un côté un peu loyal. Oui. Donc, entre nous, quand même, je il y a ce côté loyal et ce côté respectueux de te dire, bon, bah, et c'est pas et on sait que c'est changeant. On sait que les clients vont changer de DA, d'œil. Et nous, on fait partie des plaques changeantes parce que c'est très visible ce qu'on fait. Oui. Donc forcément, c'est facile de faire sauter une styliste parce que, mais on connaît déjà son style, on a envie d'un truc un peu plus neuf et on le sait. C'est le jeu. Donc, on sait aussi qu'il faut jamais s'attacher à un client, par exemple. On sait que ça sert à rien t'as beau essayer de fidéliser, blablabla, déjà ce que je fais pas. Mais ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Mais quand il t'arrive de travailler pendant 1 an, 2 ans avec le même client qui te rappelle de façon régulière et qu'un jour, en fait, il ne t'appelle plus, bah, tu sais, c'est le jeu. Oui, puis c'est peut-être que t'es plus la personne qu'il faut. Moi, c'est ça. Des fois, il y a des artistes, on a travaillé des années ensemble. Peut-être qu'il y a un moment aussi. Il a envie de changer. Je suis la directrice artistique qu'il faut pour lui. Et je trouve que c'est mieux de rester en bon terme et de se dire, bah là, c'est pas. Oui, on a déjà tout fait ce qu'on pouvait. Toi et moi, et là, il faut passer à autre chose. Enfin, si t'as envie d'aller travailler avec quelqu'un d'autre, je le comprends. Ou comme moi, des fois, tu peux arriver à un terme où t'es là. Moi, en termes de direction artistique, je m'amuse moins. Et peut-être que telle ou telle personne, et autant faire les choses intelligemment. Moi, je sais que j'ai fait des passes justement avec des artistes avec qui je travaillais parce que c'est plus quelque chose où des fois, tu sais, t'as beaucoup travaillé, tu sais que humainement, tu t'entends peut-être moins bien, mais parfois, je trouve qu'il vaut mieux arrêter avant. Voilà. Et tu sais qu'il y a des gens avec qui tu peux très très bien t'entendre, et c'est juste que parfois, en termes de travail, les façons de travailler, elles collent plus, ça peut arriver. Et je trouve qu'il faut être plus intelligent que ça aussi. Et puis, ça permet aussi d'avoir un roulement. Et quand tu donnes un job à un styliste, ça peut arriver que des fois, dans l'autre sens, du coup, oui, c'est normal. La semaine prochaine, je peux pas. Moi, ça m'est arrivé. Est-ce que tu le veux? Et c'est cool. Mais pareil, si le client, il te rappelle, vu que de base, c'est pas ton client, je vais appeler. Je trouve pas de respect. C'est juste des bonnes valeurs et des bons sens, tu vois, parce que c'est... Mais je trouve que quand même, dans ce studio, on est quand même assez carré là-dessus. On est assez carré là-dessus. Et c'est là où je te rejoins sur la question, est-ce qu'on est en concurrence? À un certain niveau, non. Parce qu'on te prend pour ta vision. Pour ta vision. Donc, il n'y a pas de concurrence parce que ta vision, elle est unique. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais quand tu es plus jeune, c'est sûr que quand tu le prends plus pour toi parce que justement, tu as moins ce recul. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à détacher. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à détacher mon métier de ma personne. Je me remettais énormément en question quand j'avais pas un job ou que j'avais estimé que j'avais pas forcément bien fait le job. Je me mettais, ça pouvait me ronger. Alors qu'aujourd'hui, pareil, l'expérience, en fait, c'est un métier qui demande tellement d'expérience, qui demande tellement de travailler, et tu te vois évoluer. Et ça, je trouve ça hyper beau dans nos métiers. C'est de voir qu'aujourd'hui, oh putain, il y a ce client qui m'appelle, mais il y a 5 ans, mais je serais en larmes, tu vois, si j'avais ce client, tu vois. Et aujourd'hui, ça arrive, et ça arrive au bon moment. Tu vois, ça arrive au bon moment, au moment où je suis capable de l'assumer. Oui, c'est ça. Et je suis capable de donner le meilleur de moi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui fait que dans ce métier, c'est une drogue, t'es passionné et t'as envie de continuer. Tu vois, 10 ans à faire ça,
Je te dis, je mets 2 semaines à me remettre d'une campagne, tu vois. Des fois, t'as des stagiaires, ils viennent 2 mois, ils me disent, je pensais pas que c'était aussi. Ah oui, je vais faire autre chose. Je me suis dit, c'est pas pour moi, oui, ça. Les retours, pareil. Mais tu crois que quoi? On m'avait dit, mais tu montres pas tout ça sur Instagram. Je dis, ah non. Tu veux voir quoi? Tu vois que mes images, mais c'est très bien, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois pas les allers-retours, les trucs, le taf que ça représente. Ouais. J'essaie de montrer un peu, moi, les dessous, mais bon, on les montre joliment, hein. Oui, c'est ça, dans l'esthétique, quoi. Voilà, c'est ça, mais c'est vrai que oui, les gens se rendent pas compte, franchement. Je pense que ça devrait être davantage mis en lumière pour qu'on se rende compte exactement de ce qui se passe. Parce que même pour les jeunes qui veulent faire ce métier-là, je te dis, j'en vois plein qui viennent en stage, qui sont hyper motivés. En fait, il y en a pas beaucoup. De 2 jours de retour, ils disent, c'est quand même... Franchement, il y en a très peu. C'est qui reste. C'est très physique. Émotionnellement, déjà, c'est high, tu vois, au niveau de l'émotion, de savoir... d'être de la finesse, de savoir que tu vas travailler avec telle ou telle personne et il y a tout un comportement, tout un truc à avoir, tu vois. Et c'est vrai que c'est un métier qui est aussi passionnant qu'il est épuisant. Faut savoir gérer la physique. Pression, hein. Faut savoir gérer la pression et l'urgence. C'est ça. Faut savoir tout le temps. Les gens, ils se rendent pas compte des fois. Ah, mais on bosse pas. Mais tu crois que là, on t'appelle. Là, c'est maintenant, c'est pas demain. Tu poses tout ce que tu fais. Moi, ça m'est arrivé des fois dans des anniversaires où je suis là avec l'ordi. Tout le monde qui te parle. Non. Ben non, parce que demain, il y a la PPM. Donc, c'est le mec qui travaille dans l'eau, genre. Si tout le temps, t'es en train de bosser au téléphone, tu t'arrêtes. Combien de fois, t'as même pas le temps. Des fois, t'es dans la rue. Je mange vite fait mon sandwich. Je marche en même temps. T'es déjà là. C'est les gens, vous êtes minces, vous les stylistes. Ah oui. En même temps. On est assez c'est bon, c'est sportif, quoi. Donc, puis il y a aussi ce côté où, moi, je l'entends souvent de mes potes, genre, mais du coup, tu viens ou pas ce week-end, ou tu viens pendant les vacances une semaine et t'es là. Alors, j'ai oublié de te dire, mais je viens d'être validée sur un job. Donc, non. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas, même quand t'es en vacances. Une fois, on me dit, coupe ton téléphone. Oui, mais là, il y a Nike qui vient de me contacter. Voilà, et du coup, on t'envoie le job. Revenu sur Paris de mes vacances qui étaient pas loin pour faire le job, revenir. Et mon mari m'a dit, ok. Oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Elle était là. Non, mais on est en vacances, oui, mais là, ça va me payer le reste. Donc, voilà. On fait le débat. Je me souviens aussi d'un job aussi où de toute façon, il met des tonnes de temps à te valider sur le projet et tout. Et je me suis dit, bon, allez, quand ça prend tant de temps, c'est que c'est bon, c'est que t'es pas validé dessus. Et tu vois, ils t'ont dit vendredi 15h, on te donne le truc. Je fais, ok, bon, vendredi, il est 18h, il y a personne, donc demain, je prends mon billet de train et je me casse parce que t'as besoin aussi de te ressourcer de façon assez régulière. Toi, t'as besoin de cutter, sinon ça, c'est vrai. Si tu cuttes pas, tu sombres. Et là, je m'étais dit, bon, vas-y, barre-toi 4 jours, tu vois. Donc, je me suis dit, samedi, dimanche, vendredi, dans le train, à 20h15. À 20h15. Coucou Debbie, donc c'est bon pour le job, c'est validé. Est-ce que lundi, tu peux nous envoyer déjà des propositions et t'es là, genre? Ah, c'est tout le temps, ça. Non, mais tu sors ton ordi dans le train, et là, tu commences. C'est là. Aussi, t'arrives chez tes parents et tu dis, mais c'est pas possible. Mais tu coupes jamais. Oui, c'est ça. Pose ton télé, ton quoi? Non. Tu vois pas, on est dans la forêt, mais je capte encore. Donc... T'es en train de dîner, t'es là, je suis désolée. Alors, c'est pas prévu, mais j'ai un cours qui s'est mis à 14h, ça vous dérange pas et tout. Mais c'est ça tout le temps. Ça, oui, et les gens comprennent pas spécialement, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que toi, genre, c'est chiant d'avoir quelqu'un qui est tout le temps au téléphone, qui est tout le temps en train de regarder ses mails. Et en fait, le problème, c'est que c'est difficile de cutter, en fait. C'est difficile de dire, je suis off. Vraiment. T'as pas trop le choix, quoi, je trouve. En plus, moi, j'essaie de ne pas regarder le téléphone le week-end, quand même. Genre, si j'ai pas de urgence. Moi, je poste, donc ça vient. C'est ça, non, mais genre, à quel moment? Je poste pas même le story le week-end parce que je coupe. 2 jours. En plus, le statistique, quand tu postes pas, quand c'est à 0, ça revient à 0. Ouais, après, ta première story. Oui, c'est vrai qu'elle explose, je suis d'accord. Ouais. Ah ouais. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est vrai que moi, je poste quand même régulièrement, même TikTok. Donc, j'ai pas mal de monde sur TikTok, du coup. T'es sur TikTok. Je suis la styliste. Moi, je suis un peu, mais moi, je suis un peu la vieille, tout ça, genre. En fait, je suis dans la nouvelle génération, entre guillemets, mais avec le mindset des stylistes plus anciennes, tu vois.
peu en mode non, mais moi j'aime le papier, tu vois. Genre... oui, je comprends. Après, je pense que c'est important de parler aussi sur les choses hyper positives, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde incroyable dans ce milieu. On a la chance d'assister à Fashion Week, de voir des choses incroyables et tout. Enfin, puis même des fois, t'as 3-7 par semaine, puis t'as 70 personnes, ouais. Et tu rencontres plein de personnalités, de mannequins, d'artistes, et je trouve ça, c'est vraiment... Des fois, c'est des bonnes rencontres. Des fois, tu voulais rencontrer cette personne-là, et après, tu te dis, ok. Non, mais c'est sûr que c'est un monde extraordinaire. C'est un truc qui est pas courant, tu vois. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent les métiers qu'on fait, c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. C'est une chance de pouvoir vivre de ça. Et surtout, chaque projet est assez unique. Tu vois, il y a un truc un peu excitant à chaque fois qu'on t'appelle pour un nouveau job. T'es là genre, oh putain, trop bien! Et tu commences à imaginer. Tu commences à imaginer, tu te dis, moi ça m'arrive souvent de travailler même avant d'être validé sur le projet, toi. Oui, mais je pense que dans la tête, même si tu vas encore la compte et tout, dans ta tête, tu travailles déjà. Non, même avant d'être même tu peux pas arrêter sur ça. le projet, tu vois, genre en option, et je suis là genre en mode, ah ouais, mais j'avais vu ça l'autre fois, je suis sûre que ça peut correspondre, et j'avais vu ça, et ça, je sais que ça va matcher et tout. Et après on dit, bon, tu l'as pas. T'es saoulé. Mais voilà. Ça fait un exercice mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est de sentir qu'à chaque projet, t'as toujours cette excitation, cette envie de donner de ton, enfin, de participer à cette espèce de tableau, tu vois, que tout le monde va peindre, chacun de son, que ce soit le chef-op, que ce soit le mec qui fait la light, que ce soit le mec qui fait ci, qui fait ça. On apporte tous quelque chose pour au final donner, et ça je trouve ça sublime en fait de faire de travailler dans un milieu où tu peux t'exprimer, où ton cerveau fonctionne à 1000%, mais il fonctionne de façon différente parce qu'on n'est pas derrière un tableur Excel. C'est pour ça il faut couper, tu vois, pour que ça fonctionne à 1000%, il faut des fois couper. C'est pour ça que je te disais que c'est tellement intense quand on travaille que si on ne fait pas des moments où on coupe en partant, en quittant Paris, parce qu'en fait, quand tu restes à Paris, t'es tout le temps dans une espèce de... Tu restes à Paris, t'es pas off. Ils savent que t'es là. Ils savent. Non, mais c'est ça. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu vas prendre un café, tu te dis je suis off, et en fait, tu croises quelqu'un, et donc du coup, tu vas parler, donc tu parles de taf, et donc du coup, bah, c'est du social, c'est du truc, c'est du relationnel, c'est du... Tu vois, donc tu coupes pas vraiment, et quand tu coupes vraiment, c'est quand tu t'es dans le train, et encore, tu vois, quand on t'appelle pas. C'est dur de couper, je pense que les gens se rendent pas compte, on n'a pas de répit. Des vrais off. On n'a pas vraiment. Dur. Mais après, c'est ça aussi que moi j'adore, c'est le côté de j'ai choisi ce système aussi. Genre, pour le coup, je suis hyper en adéquation avec ça, dans le sens où je ne veux pas être salarié, j'ai jamais voulu être salarié. Ah oui, non, jamais. J'aime bien genre jamais. Non. Moi, pour moi, le off, c'est un peu le changement de projet. Ouais, c'est Ou ça. par exemple, là, je vais aller en vacances, c'est le temps de refaire mon site. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est un bon là? Oui, mais on n'a pas le temps de le faire quand on est dans le projet. Mais t'es là, en fait. Oui, mais c'est du travail. Moi, je déprime quand je travaille pas. Au bout de 2, 3, 4 jours, je commence à me dire, c'était là, je te dis que c'est une drogue. T'as pas des projets, j'ai pas des projets, mais dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, je commence à, genre, c'est vraiment l'anxiété. Tu te dis, oh là là, il faut organiser quelque chose. Un petit shoot perso. Ah oui, c'est ça. Je fais ça aussi. Ah bah, il faut organiser quelque chose, voilà. Et là, tu t'organises. Je me mets soit, je sais pas, je vais faire du contenu, soit je vais créer des shoots. Mais je me fais faire... on profite pas juste de temps libre. On est hyper actifs, hein, parce qu'en ça, on ne sait pas, ne rien faire. Parce qu'on overthink tout le temps. Enfin, avec notre boulot, de toute façon, ça nous occupe. C'est pour ça que c'est ce qu'on disait. Moi, dès que je bosse pas dimanche, là, quand j'ai eu tout fini, j'étais sur le canapé. Ah, bah voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est le sens de ma vie? Non, mais c'est exactement ça. J'ai pas un retour à faire. Non, j'ai pas de démarche. J'ai rien à faire. Attends, il y a pas de même regarder la télé, t'es devant la télé, tu dis, mais genre, attends. Ah ouais, non, t'as un côté anxiogène. Terrestre, un petit peu. On sait jamais, je fais 2-3 moodboards brouillons sur Pinterest juste au cas où. Ouais, ça. Tu kiffes ce moment off et en même temps, tu te dis, il y a un loup dans le truc. Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal que j'ai pas un mail, tu vois. Je vais plus bosser. Oui, Après les vacances. Non, mais attends, tu sais que le nombre de fois où j'ai dit à des potes, non, mais là, je traffe pas et tout, ils me disaient, ah bon, et ils me disaient, mais c'était quand ton dernier job? Bah, c'était il y a 2 jours, et ils sont là. Moi, ça arrive souvent, genre, j'ai rien. Je me suis dit, ok, j'organise un petit shoot perso. Le jour même,
bam, 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 bam. Une fois que t'as booké, et après, tu te retrouves avec 4 boulots dans la semaine. C'est ça. Tu ne rêves que de te poser, tu ne rêves que de ce moment off. Je sais pas toi, mais moi, je rêve de vêtements, des fois. Je rêve de retour. Tu sais, je suis là dans mes rêves et je me dis, moi, mon rêve, c'est genre, je suis sur le set et j'ai pas de vêtements. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'arrive sur le set, j'ai tout prévu, genre, mais j'ouvre les valises et ils sont vides et tu me dis, oh là là, mais genre, genre, styliste. Je me réveille. Moi, j'ai rêvé qu'il y avait un gars qui volait une veste Miu Miu, il courait avec et qui coursait dans un marché et tout. Je me suis réveillée, j'étais en mode, non, nous, on angoisse. Moi, je sais que ça, c'est mon plus gros stress, ça, donc, ça, c'est un stress. Et surtout quand t'achètes des pièces que tu te dis, bon, je l'ai prise, tu vois, genre, tu peux pas l'avoir en sortie presse et du coup, tu l'achètes pour un shoot, même pour de l'édito, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans les grands magasins et acheter une pièce. Mais ça, c'est quand tu commences, tu vois. Mais tu le fais une fois, tu le fais pas deux fois. T'achètes des pièces à 3000 boules et tout. Et là, t'as tout machiné. Je me souviens notamment d'une pièce que j'avais achetée. Bon, est-ce qu'on peut dire la marque? Paco Rabanne, bref. J'avais acheté une robe Paco pour un shoot et tout, pour un édito, parce que j'arrivais pas à l'avoir en presse. Et j'avais tout cliné. Genre, le mec, il a porté 2 secondes. Je me suis dit, bon. Plus c'était le mec, ça, j'adore le fait. C'est ça, c'était le mec qui avait porté la robe Paco Rabanne. Et je me suis dit, mais bon, tout va bien et tout. Et en fait, il y avait juste un truc une des pastilles qui s'était cassée à ce niveau-là. Et là, je vois la vente. Moi, j'étais toute normale, genre en mode, je viens chill et tout, blablabla. Et là, je vois que la nana commence à tourner dans tous les sens. Et à un moment donné, je vois qu'elle commence à dire, je pense que je vais appeler un manager parce que... Et là, tu te sens, genre, t'as une chute d'Ariane. Ouais, c'est ça. Genre, t'es là, genre... Le pire, c'est quand tu les vois, ils prennent l'étiquette et qu'est-ce que tu fais? Non, tu la tailles pas. Non, elle est là, elle reste ici. Oui, mais c'est ça. Et t'es là, genre, ok, tu commences à avoir des sueurs froides, tu vois, quand tu commences à avoir presque un malaise, tu vois, tu te dis, ok, c'est 3 000 €, mais j'avais pas anticipé d'avoir 3 000 € dans une En plus, si je me trompe pas, à Paco Rabanne, elle te fait en avoir. Il te rembourse pas. Les pires, une fois, on m'a fait commander 15 000 € chez Louis Vuitton. Et il voulait, pour le clip, il fallait enlever l'étiquette. Et tu sais, quand parce que c'est un vidéo. T'as le moment, soit elle pète bien et tu peux la remettre et tu la colles, soit au moment où tu tires, elle casse, acheter chez Amazon, il y a des pistolets pour les étiquettes. Non, mais là, c'est Louis Vuitton. C'est pas, tu vois. Et tu sais, au moment où j'avais une doudoune, mais à 12 000 €, il fallait qu'on la renvoie. Et je me suis dit, c'est pas moi qui avais payé, parce que je leur ai dit, vous avancez. Je peux te dire que j'ai tiré dans ma tête, je me disais, et là, je tire. Heureusement, ça se casse pas. Et après, j'étais là avec l'aiguille, parce que ça, des trucs comme ça avec la colle, en train de me dire, faut pas que ça dépasse. Parfois, tu brûles tu fais fondre un peu le plastique pour bien pour que ça bouge pas, c'est pour pas que ça se voit. Et après, tu vas chez Vuitton, t'es comme ça, genre là. C'est bon, je me rembourse. Oui. Non, mais tu sais que. Rembourse, ouais. Tu sais que cette histoire m'a traumatisée parce que c'est une dame qui passait dans le truc et qui voit que j'étais pas bien. Elle dit, ouais, il y a un remboursement, mais je me sens pas très bien. Je suis en train de m'évanouir et tout. Et c'est elle qui a fait le remboursement, genre en vitesse. Ouais. Et qui m'a dit, mais on va vous ramener de l'eau, blablabla, gna. Et là, il y a le manager et les meufs qui arrivent et en mode, genre, en bande, genre, on va pas te rembourser. Sauf que t'as déjà remboursé. Sauf que j'ai eu une chance inouïe d'avoir été remboursée et j'étais là, genre. Non, des fois, mais tu pars rembourser, tu fais un malaise, comme ça, tu vas rembourser. Non, mais et en même temps, t'as envie de dire, mais je comprends, en fait. Moi, j'avais même pas vu que l'article était abîmé. Si j'avais vu que l'article était abîmé, j'aurais pas fait la maline, tu vois. Oui, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, pour moi, elle était intacte. Et tu vois où on en est, juste pour avoir du élevé sur des, parce que le client, il demande. C'est ça. Et donc, du coup, tu te fais des collapses, en fait. C'est horrible d'aller en magasin, rembourser un article. Et là, t'envoies pas ton assistant parce que tu sais que que ça va pas le faire. Franchement, je t'avoue, je payais des gens qui ont rien à voir parce que vu que je vais souvent aussi dans les galeries, pas qu'on me reconnaisse parce qu'ils me connaissent, donc des fois je paye quelqu'un même tu vois 1 heure, je dis 50 €, tu me ramener, tu caches bien mon nom sur la carte bancaire au moment où tu glisses. Voilà, et tu vois, mais parce qu'on est obligé, c'est notre image, les gens ils savent pas qu'on fait ça et des fois t'as pas le choix. Ils savent très bien. Oui, de l'extérieur, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas conscience de cette partie-là, je veux dire. Ah oui, que tout le monde est là, que des fois tu vois, t'as eu Jacques Mus? Non. Non. Prochaine fois peut-être grâce à ce shoot-là, mais là pour l'instant on l'avait pas, donc on est allé le chercher. Voilà. C'est qu'on a toutes les mêmes braquages. On a toutes les mêmes expériences en fait. De toute façon t'as pas le choix. Des fois ils veulent pas. Combien de fois ça m'est arrivé d'aller acheter, rembourser. Au bout d'un moment t'envoies la marque qui porte tout le temps. C'est ça. Et puis après, au final, ils finissent par te prêter.
Mais on sait que ça marche comme ça. Mais au départ, pour qu'ils te prennent... Stratégie. Quand tu commences, t'as pas le choix. Bah, t'as pas le choix. Ouais. Et puis tu comprends parce que c'est quand même des pièces qui valent très cher et surtout, la presse a énormément de demandes. Ouais, ils peuvent pas prêter à tout le monde. Ils peuvent pas prêter à tout le monde, il y a des Aussi, priorités. quand l'image est pas hyper bien. Oui, mais après, c'est vrai qu'ils ont une seule collection pour le monde entier. Ah, mais après, c'est pas la presse, je pense aussi, je te dis, des fois, tu contactes pour des artistes, tu vas voir leur Instagram. Moi-même, je suis designer, t'as pas envie de prêter. Oui. C'est vrai, non, mais tu viens, c'est toi, on t'appelle pour changer leur image, donc tu pars de zéro. Oui. Et là, soit tu prends genre des services de RP que tu connais extra, écoute, fais-moi confiance, s'il te plaît, je sais que c'est pas une image de ouf, mais je te promets que ça va être bien, etc. Soit t'as pas le choix, et des fois, tu veux vraiment ce look-là, et tu sais que ça va être beau, et t'as confiance en ton travail, et t'es obligé de faire ça, et c'est après aussi où ils vont dire, waouh, c'est hyper beau. Là, on va suivre. Et je comprends aussi leur point de vue. Mais du coup, nous, on est obligés de broder. Voilà. Mais toi, c'est quoi ta relation, c'est quoi votre relation avec la RP, vous, par exemple? C'est-à-dire? Avec la relation, avec les bureaux de presse avec lesquels on travaille. Parce que toi, moi, c'est marrant, moi, au départ, les bureaux de presse, c'était un espèce de stress, toi, de savoir est-ce que tu vas avoir ce look pour ton shoot, parce que tu comptes sur eux aussi, parce que c'est très important aussi ta relation avec eux, parce que c'est plus ou moins eux qui vont te donner accès ou pas à telle ou telle pièce et qui va changer ton image. Ouais, c'est vrai, mais... moi, je pense que déjà, on peut dire qu'il y a des grosses agences de presse, qu'il y a des marques incroyables, etc. Mais qui sortent pas forcément, qui sortent que pour les éditeurs, etc. Et moi, au début, j'avais la chance, je faisais vraiment pas mal d'éditeurs pour les gens. Harper's Bazaar, Vogue, etc. Et pour ça, même si tu t'as pas eu le look que tu voulais, mais t'as presque la même chose. Et pour ça, il sort assez facilement. Après, pour les personnalités, c'est très chaud pour moi. C'est très chaud pour moi. Même si toi, tu penses... Putain, mais ça correspond à 100% de ce qu'elle fait depuis des années. Mais juste, on travaille pas avec des célébrités, on travaille avec très peu de célébrités, etc., etc. Et ça, il faut accepter. Après, il y a des agences de presse, on va dire petites agences de presse, avec qui, je pense que toi aussi, tu vois, qui représentent les créateurs peut-être moins connus, mais où tu peux avoir un accès plus libre et prendre beaucoup de choses, etc., qui sont plus chill vers... T'as tes amis qui soutiennent toujours dans les grandes maisons qui sont là. Bon, je te sors parce que mais toi, je sais, l'envance, c'est... L'envance, c'est la famille. Ouais, mais toi, avant d'avoir cette confiance avec cette personne-là, tu vois, genre, ça demande quand même... Tu vois, surtout que quand t'es pas... C'est beaucoup de travail social. Exactement. Faut sortir, faut leur faire des accès, faut leur faire des full looks, faut venir aux événements. Et ça, c'est une partie de notre job que les gens, ils se rendent pas compte. Moi, quand des fois, je vais avec mes équipes et qu'ils viennent avec moi en Fashion Week, ils me disent, mais comment tu fais? Parce que t'arrives quelque part, tu rencontres 40 personnes qui te parlent, il faut prendre le temps, etc. Il faut venir aux événements parce que du coup, il va te prêter pour ce shoot-là, mais lui, il a besoin de monde parce qu'ils font une nouvelle OP la semaine prochaine. Il faut prendre le temps d'aller faire des stories, d'envoyer de la force sur les réseaux sociaux, de faire du contenu. Et ça, c'est une partie qui fait partie de notre travail. Et les gens ça, c'est que, par exemple, moi, au début, je me rendais pas compte à quel point ça, c'est important. Quand j'étais arrivée à Paris, je connaissais pas personne. En plus, je parlais pas super bien français, etc. Du coup, j'étais super timide, super réservée. Même si j'étais invitée à un événement, j'ai passé dans le coin avec un petit coupe de champagne, je faisais 2-3 stories, je partais. Et là, le moment où je me suis rendu compte qu'il faut en fait parler aux gens, et c'est comme ça qu'on construit la relation, et pas ton portfolio qui est beau, mais ça te rend pas. En fait, moi, j'ai mis du temps à le comprendre parce que je suis pas du tout de nature à... Tu vois, à sortir beaucoup, à faire des soirées, des événements. Ça, c'est... Tu vois, moi, j'aime bien être détente, chill, tu vois. Et c'est vrai que ça, j'ai mis vachement de temps à le comprendre et à commencer à créer du lien social, justement, avec les attachés de presse, tu vois. Parce qu'en plus, ne venant pas d'un magazine français ou même... j'avais pas de titre, tu vois. Enfin, j'en ai toujours pas. Je travaille pas pour un magazine en France, tu vois. Donc, je sais que c'est beaucoup plus facile quand ça vient à toi naturellement quand tu as été stagiaire dans un magazine, dans une édition et tout, ou quand tu as assisté aussi une grande styliste qui était déjà en place. Donc, forcément, naturellement, il t'assimile à la styliste que tu as assistée ou à ton magazine. Donc, tu as l'étiquette. Mais quand tu n'as pas cette étiquette et quand tu fais que de l'édito de façon assez, pas forcément très régulière, tu vois, genre, tu fais peut-être 10 éditos dans l'année, mais oui, et encore, tu vois. Il y a des années où j'en ai fait beaucoup moins, mais parce que j'avais cette espèce de
de peur, tu vois, de ne pas avoir les pièces que je voulais. Et du coup, de ne pas faire ce que tu voulais faire. Je m'étais un peu, à un moment donné, enfermée dans un truc où j'arrivais pas, en fait, à... Tu vois, ces personnes-là, tu parles par mail, tu les connais pas, tu sais pas trop, alors que... Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, je m'étais mis un peu une barrière, alors qu'en fait, il faut pas. Tu vois, il faut pas, faut communiquer avec eux, faut effectivement, comme tu disais, quand tu es invité aux événements, bah, faut prendre le temps d'y aller. Et surtout que tu peux juste créer une relation personnelle, tu vois. T'es pas obligé de parler de boulot, t'es pas obligé de dire oui, mais j'ai ce projet-là, ça va être génial, etc. Quelque chose, si tu es là, c'est génial, mais tu peux juste parler d'eux, en fait, parce qu'on est tous des humains, etc. Et juste les trouver des points communs. Mais après, c'est quand même des gens très... Ouais, t'as une distance et c'est surtout quand même des gens qui sont dans la mode, donc c'est quand même pas évident de créer des relations. Ça, c'est intéressant. Pourquoi, à votre avis, il y a des gens dans la mode qui se font très... Vas-y, bien sûr. Je prends un exemple, n'importe quelle marque, mais mettons, quand t'es ami avec quelqu'un, si t'emmerdes, tu peux lui dire d'aller se faire foutre. Quand ton pote, il travaille chez Dior, tu vas pas lui dire d'aller se faire foutre, je pense. Même non, si t'es ami avec, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux créer des relations, mais il y a quand même le côté travail. Il y a toujours un truc derrière. Peut-être que vous allez être amis, peut-être que voilà, mais tu sais que si, entre guillemets, tu te brouilles avec une personne qui travaille en bureau de presse, tu vas te tirer une balle dans le pied. Et en plus, ça parle, donc les gens vont le savoir. Et puis, il y a l'ami de cette personne qui travaille chez, j'en sais rien, qui va être au courant, donc peut-être qu'il va sortir des pièces parce que il s'est embrouillé avec un tel. Et en fait, c'est une réalité. On peut très bien s'entendre, mais je trouve que t'as quand même, tu sais, même au-delà de ça, dans le pro. Même au-delà de ça, pour arriver à être ami vraiment sincèrement avec quelqu'un. Non, mais oui, bien sûr. Tu vois, moi j'en suis, mais très très loin. Tu vois, genre j'ai 2-3 personnes que je connais et que je considère comme plutôt bons amis dans le milieu de la presse, tu vois. Mais si tu veux, c'est parce que eux, ils ont capté comment je fonctionnais et donc ils ont brisé la glace avec moi. Mais, et c'est eux qui sont venus vers moi. Mais c'est pas... Oui, en fait, je suis d'accord. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Et moi, je ne le fais pas naturellement. Moi, je leur demande un service, en fait. Je leur demande, est-ce que pour ce projet-là, tu peux me prêter et toi, et aussi, tu prenais il y a des trucs que tu veux mettre en avant, comme ça, je vais essayer de... Et c'est vrai que parfois, c'est toujours dans l'urgence aussi. Donc, du coup, tu prends aussi pour toi. Tu fais, putain, elle a pas voulu m'aider sur ce truc-là. Alors que tu sais que avec le recul, tu te dis, bah ouais, mais en même temps, c'est vrai. Le produit peut pas être sorti parce que elle a 15 milliards de demandes et qu'elle doit faire une sélection et qu'à un moment donné, tu peux pas tout avoir et que ton magazine, il est peut-être moins important qu'un autre magazine. Donc, forcément, elle doit garder le truc. Mais tout ça, tu ne le sais pas au départ. Personnel. Je pense mais au départ, tu le prenais, moi je le prenais très personnellement et du coup, naturellement, je me sentais pas dans le truc et je trouve que c'est, autant la publicité, c'est une famille, il faut arriver à rentrer dedans, mais autant l'édito, je pense que c'est aussi notre famille et qu'il faut arriver à rentrer dans la famille de l'édito et c'est 4 fois plus dur quand tu ne viens pas, quand t'as pas une étiquette, quand t'es pas associé à soit un grand nom en tant que styliste ou quand t'es pas associé à une rédaction. Ouais. Mais je pense que tu peux créer une véritable amitié. Bien sûr. Quand les gens ont quitté, moi, il y a des personnes qui sont plus à leur poste. On s'est toujours super bien entendu, etc. Mais je trouve que, et il y a des gens vraiment que j'adore dans le milieu de la mode, tu vois. Mais je trouve que ami, c'est quand même hyper fort. C'est pas juste pote, c'est etc. Et c'est un autre step. Non, mais je dis pas qu'il faut se forcer de faire des amis proches. Je pense que c'est quelque chose, vraiment, de trouver des amis dans le milieu. C'est rare. C'est assez rare. Et c'est pas spécialement. Mais je pense que trouver des amis en général dans la vie, c'est rare. C'est rare. Mais c'est pas ce que tu recherches dans le milieu. Tu recherches plutôt une bonne entente et qu'on puisse se dépanner les uns les autres, tu vois. Mais pas. Ok, les filles, il nous reste 5 minutes. Je vous pose 2 questions que je pose à tous mes invités. Rapidos, ok? Et je pense qu'on fera les parties 2 parce que là, j'adore. Déjà 1h30 qu'on papote là, juste pour vous dire. Votre créateur préféré du moment? Oh là là! Margiela, moi de toute façon, Maison Margiela, toujours. C'est vrai. Fidèle. Voilà. T'arrives à dire comme ça. Depuis toujours, je te jure. C'est vrai. Bah oui, non mais je vois. Franchement, et toi, David? Moi, un créateur. Oui, mais tu peux. Une maison. Moi, je pense que j'aime. Ça dépend, en fait. Moi, j'aime. C'est pas que j'aime tout, c'est pas vrai, mais j'arrive à trouver des choses merveilleuses un peu dans chacun.
J'ai pas forcément quelqu'un que... Après, moi, j'adore John Galliano, par exemple. Je suis fan de Galliano parce que c'est mon éducation. C'est le Dior des, tu vois, 2000, je crois que c'est ça, que je dis tu vois, donc pour moi, John Galliano, si tu veux, c'est ma référence parce que c'est... Margiela. Voilà. Margiela, c'est l'ultime référence. Margiela Couture. Moi, je te parle pas de Margiela, je te parle vraiment de la personne de John Galliano, du talent que c'est, du monstre. Peu importe quelle marque. Peu importe là où il va, moi, je suis fascinée par cet homme et je le trouve extraordinaire. Moi, je partage le même respect par exemple, pour Jonathan Anderson. Ah ouais, JW Anderson. C'est la personne qui est derrière. Je pense qu'il y a une marque aujourd'hui que j'adore, que j'estime vraiment, c'est ça, c'est Loewe, c'est des Anderson qu'aujourd'hui je trouve fabuleux, mais après, t'as Bottega qui est canon aussi, t'as... Non. Et en créateur, Chris Van Nash. Chris Van Nash, c'est chez Dior, qui a fait Dior, les collections. Moi, j'aime trop. Voilà. Mais oui, je pense qu'on disait... Après, il y a plein de designers incroyables, en vrai. Mais... Et le créateur peut-être un peu sous-coté, qui mérite plus de succès, à votre avis, qui n'a pas... qu'il est super talentueux, mais qui n'a pas de succès qu'il mérite. Ah bon? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Enfin, je sais pas si c'est pas un énorme créateur, mais Abra Now, celui qui fait les chaussures, tu vois, il a lancé sa marque aussi de vêtements maintenant. Et franchement, il a fait les chaussures pour Jacques Mus à l'époque. C'est lui qui fait pour JW aussi. D'accord. Et c'est pas qu'il est sous-coté, il est pas encore coté au niveau. Pour les gens qui ne connaissent pas, aller voir parce que pour moi, il mérite sa place. Oui, on va mettre, tu vois, tous les références ici, comme ça les gens il est très très bon et la direction artistique, les produits sont quali. Et je trouve qu'il mérite vraiment d'être davantage mis en lumière. Moi, j'avoue, là, tout de suite, j'ai pas de nom qui c'est pas grave, me vient en tête. Et dernière question, le conseil que vous pouvez donner aux gens qui veulent travailler dans la mode. Ultime. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous donner ce conseil-là, ou c'est juste d'après votre expérience. Croyez en vous et écoutez pas les gens. Ouais, c'est la base, c'est vraiment de se faire, et ça prend du temps, mais de se faire confiance. D'arriver à se faire confiance. Soi-même. Super. Bah écoutez les filles, je vous remercie énormément. Bravo. Je pense que franchement, avec vous, on fera en partie 2. Ah ouais? Sur le thème de santé mentale, un truc comme ça. Mais ça mérite partie 2. On va demander à nos abonnés, mais voilà.